Aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour devenir, coach pour les femmes, pour les aider à se libérer du stress, de la charge mentale et du poids émotionnel et en quoi je suis légitime pour, aider les femmes. Parce que tout ce que je vais te raconter ici, je l'ai vécu et beaucoup de femmes le vivent en silence sans même s'en rendre compte. Alors on y va. Alors moi, je suis une enfant unique. Quand je dis unique, c'est que j'ai pas de frères et sœurs, de par ma mère en tout cas. Et en fait, j'ai vécu mon enfance dans une espèce de solitude en fait, une solitude, affective, émotionnelle et surtout, en fait, j'ai ressenti énormément de manque, heu, affectif du côté de mon père en fait, surtout ça, comme, un manque de reconnaissance. Alors, pour situer un peu l'histoire, en fait, ma mère, elle m'a eue et quand elle m'a eue, qu'elle a annoncé à mon père du coup, mon père, en fait, il a pris la fuite et c'est-à-dire qu'elle a porté sa grossesse seule et c'est une femme qui est indépendante, en fait. Depuis, enfin, qu'elle est arrivée, en France, en fait, elle est originaire de la Guadeloupe. Mes parents sont originaires de la Guadeloupe et en fait, elle est indépendante financièrement donc pour elle, ben, elle s'est dit: «OK, bah, elle va m'accueillir, quoi». Donc elle a tout mis en place, elle m'a accueillie, heu et en fait, quelques mois après, je pourrais pas dire exactement quand, en fait, mon père est revenu comme une fleur en disant, «C'est bon, je veux former une famille, on se met en couple». Sauf que en fait, c'était plutôt pour les apparences parce que concrètement, en l'espace de 16 ans de vie commune avec mon père, je peux compter le nombre de fois sur une seule main, de combien de fois il s'est vraiment occupé de moi. Dans le sens, par exemple, m'emmener à l'école, je dirais que c'est vers la fin quand il savait que ma mère, elle avait dit que c'était bon, c'est terminé la relation et donc en fait, j'ai vécu, vraiment avec, ce sentiment en fait de pas être, voulue par mon père, tout en sachant qu'en fait ma vie enfin dans cette maison, c'était, heu, de voir mes parents tout le temps en train de s'engueuler. Je ne saurais même pas dire quels sont ses enfin, qui c'est en fait, mon père. La seule chose que je vois extérieurement, c'est, il aime les matchs de foot, il aime, faire à manger, voilà. Hem, il aime aussi, les films porno et les magazines porno, ça traînait de partout dans la maison, donc super pour, avec une fille, à la maison et aussi il aimait beaucoup amener ses amis à la maison. Donc l'atmosphère, c'était qu'en fait, je pouvais pas me balader, chez moi, par exemple nue ou en petite culotte parce que, bah, on sait jamais s'il y avait, quelqu'un en fait à la maison et ma mère, à côté, en fait, elle, c'est une femme qui travaillait beaucoup, travaille dans un secteur d'activité dans le médical où en fait, dans les horaires, c'était elle pouvait travailler 13 jours d'affilée avant d'avoir un jour de repos. Donc elle était, fatiguée, elle était épuisée et elle n'arrivait pas forcément à suivre le rythme, ou d'un homme où il fallait, par exemple, sortir le soir, faire des restos, des choses comme ça. Enfin, pas des restos, mais comme il organisait des banquets, des choses comme ça. Donc c'était pas trop elle arrivait pas à suivre. Au début, elle me disait qu'au début, c'était bien, ils avaient une bonne relation et puis à partir du moment où il y a la famille et les amis qui sont arrivés à la maison, après ça s'est détérioré et après voilà, c'était, il y avait un peu de violence, enfin il y avait de la violence et moi quand je voyais, par exemple, mon père, hem qui pouvait lever la main sur ma mère, bah, je me sentais impuissante. C'est-à-dire qu'à un moment, un jour comme ça, il y a eu cette, scène où je vois mon père lancer carrément, hem, une chaise sur sa tête et voir le sang dégouliner et entendre la voix de ma mère avec une voix grasse, en train de pleurer et en fait, tu es impuissante. Tu as envie de te dire: «Mais pourquoi il fait ça à ma mère?» et en même temps, tu te sens coupable, tu te demandes: «Est-ce que c'est pas à cause de toi?» Enfin, il y a plein de trucs, hein, quand on est enfant. Et de te dire, en fait, la scène, elle est horrible et en fait, tu normalises ça parce que c'est ce que tu as vu, c'est dans ça que tu as grandi
Donc c'est pour un peu planter, heu, le décor de ce que j'ai vécu après dans ma vie. Donc en fait, j'ai vécu tout ça pendant pratiquement, voilà, toute mon enfance et même pour s'occuper de moi, en fait, quand ma mère, elle lui demandait de s'occuper de moi, ben, soit il partait et donc moi, je restais seule à la maison, soit, il m'emmenait chez des amis et puis après il allait faire ses affaires. Donc et après ses amis sont pas enfin voilà, il y a eu des choses qui se sont passées, il est pas au courant, enfin, il y a plein de choses, voilà, que j'ai vécues et qui sont pas normales depuis l'enfance. Je passe des détails, il y a plein de choses, hein, mais voilà, on va arrêter là déjà, rien que pour ça. Mais après, vers 15-16 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'ai trouvé une cassette vidéo, comme il y en avait plein à l'époque, dans la maison. J'ai regardé, en fait, je me suis rendu compte, je vois mon père avec une femme, avec un bébé, qui sont en train de baptiser un bébé. Et c'est là que je réalise que, ben, en fait, il y a eu tromperie. C'est allé jusqu'à là que un bébé est né. Et en fait, l'enfant a été baptisé par le même prêtre qui m'a baptisé moi quand enfin, j'ai fait le catéchisme, etc. Et là, en fait, bah, je me suis trouvée un peu, enfin, qu'est-ce que je devais faire avec cette information-là, quoi? Parce qu'elle a laissé traîner ça comme ça dans la maison. Et est-ce que je le dis à mon père? Est-ce que je le dis à ma mère? Est-ce que je garde ça pour moi? En fait, je savais pas. Et j'ai dit à ma mère. Et en fait, sa réaction, ça a été qu'elle voulait stopper la relation. Mon père a su que j'avais dit ça à ma mère. Je pense qu'il m'en a voulu. Mais en même temps, en fait, j'ai ressenti la culpabilité, comme si c'était moi le problème, alors que ben, c'est pas moi qui suis passée à l'acte, hein, je veux dire, voilà. Mais du coup, au moment de la séparation, on m'a demandé: «Tu préfères aller vivre chez qui? Chez papa ou chez maman?» Et en fait, le truc, c'est que, ben, depuis que je suis petite, ma mère, elle a subvenu à tous mes besoins, en fait. Matériellement, elle a toujours été là, elle s'est toujours, entre guillemets, «sacrifiée» pour moi. Donc ben, logiquement, je suis allée, chez ma mère, quoi. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment pour que vous puissiez bien comprendre exactement ce qui est lié à la prise de poids, tout ce que je vais vous raconter, par la suite. Vous allez bien comprendre, en fait, le lien avec, ce que je viens de vous raconter. Et donc, une fois que j'ai été, ben, chez ma mère, du coup, là, j'ai rencontré, ben, vers 16 ans, on rencontre les premiers amours, on va dire ça comme ça. Et ce qui m'a j'étais super contente d'avoir cet amour-là parce que en fait, il m'a apporté tout ce que enfin, toute la tendresse, toute l'attention que j'ai pas eue de mon père, en fait. Et à travers cette relation, bah, je me suis sentie unique, dans le sens où désirée, enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté et en même temps, c'était ambivalent parce que, la relation a été vraiment, complexe dans le sens où il pouvait autant m'apporter de la douceur que, de la violence aussi. Et ça a été très difficile pour moi parce qu'à un moment, il y a eu un enfant en jeu, et malheureusement, j'ai perdu cet enfant et du coup, ben, voilà, il y a eu les études qui sont arrivées et en fait, il fallait que je fasse un choix entre, poursuivre cette relation ou l'arrêter et j'ai préféré arrêter, me concentrer sur mes études, pour, voilà, pour, comment dire ça? Pour avoir un bon avenir parce que là, vraiment, ça allait vraiment dans la tendance de toujours un peu comme ce que ma mère a vécu, quoi, et je voulais pas de ça. Donc suite à cette séparation et à la perte de cet enfant, j'étais vraiment au fond du trou, en fait. J'étais, dans une dépression, voilà, j'étais vraiment au fond du trou et je me suis focus sur mes études et j'ai réussi à avoir, donc mon BTS d'optique et en fait, comment dire ça? J'étais à Paris, en fait. Et sur Paris, ma mère, elle me louait une chambre de bonne et c'est là que j'ai rencontré, donc juste à la fin de mes études, c'est là que j'ai rencontré le papa, de mes 2 premiers enfants
Et en fait, comment ça s'est passé? C'est que, bah, en fait, on s'est rencontrés dans la rue et moi, à l'époque, j'étais complètement, je pense, enfin, vraiment, j'étais déprimée, quoi. J'étais en dépression et lui, il est arrivé un peu comme, «Ah oui, je vois ta tristesse, bah, moi, je vais t'apporter, l'attention, la protection et cetera». Et à ce moment-là, en fait, j'avais fait, une grosse connerie, dans l'appartement. C'est-à-dire que j'avais une casserole que j'avais mis de l'huile dessus et il y a du feu qui est apparu et en fait, tout le mur était noir. Et donc lui, il est arrivé en fidèle, chevalier destrier: «Je vais t'aider à bien nettoyer, le plafond et même en plus, mettre des produits spéciaux pour que ça brille au niveau de l'évier, tout ça et cetera». Donc moi, je me suis dit: «Bon, ben, allons-y, quoi». Et et donc voilà, c'était nickel, le propriétaire était super content, ma mère était pas au courant et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Le truc, c'est que je me suis sentie redevable. Donc voilà, j'aurais pu dire: «Bon, bah, c'est cool, bah, merci, au revoir». Non, voilà, il s'est proposé que j'aille emménager chez lui. Donc en fait, j'avais terminé mes études, ouais, j'avais terminé mes études, donc je rendais l'appartement et au lieu de rentrer chez ma mère, je suis allée carrément habiter chez lui. Voilà, alors que je connaissais, ni d'Ève ni d'Adam, voilà, c'est un truc de fou. Mais je sais pas comment est-ce que vraiment, hein, je pense qu'il y a une histoire d'appuyer sur des bons boutons. Il voyait que j'étais en déprime totale et que lui, il arrive, qui va me protéger et cetera, qui va m'apporter, toute l'attention dont j'ai besoin et donc moi, je fonce comme ça et alors je sais pas quel je me rappelle pas du tout, par rapport à ma mère, ce qui s'est passé par rapport à ça, mais c'est juste que voilà, ça a été, naturel. J'ai été chez lui et donc pendant cette période-là, donc je trouve, en fait, j'avais envie de continuer mes études, donc en licence professionnelle et donc je trouve, un employeur, donc c'était en alternance. Je trouve un employeur, l'école, elle me prend, c'est OK et donc en fait, je commence à faire les études tout en étant chez lui. Et ce qui se passe, c'est que, bah, les premiers jours, en fait, on crée des liens, on crée des connexions et puis, en fonction de là où la personne habite, bah, on rentre ensemble, on prend le train, normal. Et en fait, à un moment, je reçois un appel de lui, donc je suis dans le train avec les camarades de classe et lui, il me dit: «Où est-ce que je suis?» Je fais: «Ben, je suis dans le train» et il me dit: «Comment ça, tu es dans le train? Tu es avec qui? Tu fais quoi?» et cetera. Je lui dis: «Bah, en fait, je rentre à la maison». Il fait: «Bah, non, pourquoi tu es avec eux? Je vais te faire une surprise, vas-y, descends». Je fais: «OK». Donc en fait, à la prochaine station, j'ai dit: «Bah, désolée». Ben, je suis descendue et du coup, pendant tout le chemin, il a pas arrêté de me prendre la tête là-dessus. En me disant: «Ouais, je sais, tu fais déjà des trucs, enfin tu prends des liens avec» je sais même pas, je les connais même pas, hein, mais il est déjà en train de commencer à faire des psychotés et puis, pareil, par rapport à mon employeur, c'était la même chose. Ben, moi, je trouve un emploi, proche des Champs-Élysées, parce que nous, on habitait dans le 17e, donc c'était pas loin et du coup, voilà, je trouvais un emploi là, l'employeur commence à me dire: «Ouais, vous aurez un samedi par» chose qui est super dans l'optique, hein, un samedi par mois, un truc comme ça et puis après donc je lui en parle au papa des enfants, il fait: «Ah ouais, il trouve ça bizarre, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut?» et cetera et bon, ça me met la puce à l'oreille mais sans plus, quoi et ensuite, donc on discutait comme ça, on disait: «Ouais, dans les relations, dans le travail, il faut pas trop raconter ta vie et cetera, faut pas trop» enfin, il me sortait des trucs comme si, il était mon père et que moi je viens d'arriver, dans le monde du travail, bon OK, je te donne les filons et cetera. OK, ouais et en fait, à un moment entre midi et 2, ben, on me propose d'aller déjeuner et donc moi je vais déjeuner avec les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il m'appelle. Il me dit: «Ouais, j'ai été chercher, ta mère et j'ai été chercher ta tante», parce que ma tante était venue de la Guadeloupe à la maison et chez ma mère, je veux dire. Ils ont été les chercher parce que mon grand-père est mourant et il faut que tu viennes et cetera. Je fais: «En fait, je vois pas le lien, en fait, mon grand-père est mourant, donc en fait, tu as été chercher mes parents, ma famille pour venir
au moment du déjeuner pour m'interrompre, pour me dire ça. Enfin, là, j'ai trouvé que c'était trop. Donc, en fait, je suis sortie. J'étais en train de manger, je suis sortie. Je lui ai dit: «Bah, en fait, je suis en train de déjeuner». Et puis, ma tante, elle m'a bien dit: «Mais non, continue à faire ton repas et cetera». Mais lui, mais après, il m'a pris la tête en me disant: «Ouais, je t'avais pas dit qu'il faut pas parler aux gens dans ton travail et cetera. Arrête de sourire, tu es tout le temps en train de sourire». Je fais: «Mais, c'est un truc de dingue». Donc, alors je sais même plus si je suis re-rentrée ou pas, je me rappelle plus parce que bon, il y a des moments comme ça, je pense qu'il y a des amnésies, hein, qui arrivent. Mais en fait, le truc, c'est que je suis restée avec lui et dans la chronologie, c'est ça, c'est que, des petits pics comme ça et puis à un moment, il arrive, il te dit, «Oui, j'ai mon assurance qui vient de terminer de la maison. Tiens, vas-y, va à l'assurance et mets-le à ton nom et puis, c'est bon, moi je paye, mais, c'est juste mets-le à ton nom». Je fais: «Je comprends pas en fait». En fait, le truc, c'est qu'il me fait rentrer de plus en plus dans son truc, dans sa vie entre guillemets, pour créer le lien, pour rester. Pareil, au bout de quelques mois, il me dit: «Ouais, ça m'ennuie de te dire ça, mais en fait, ce mois-ci, c'est compliqué. Est-ce que tu peux pas payer le loyer et tout?» Je fais: «En fait, enfin, ou je sais pas, enfin, je sais pas, c'était trop bizarre, mais voilà, en fait, bon, j'ai payé. Mais en fait, le truc, c'est que des trucs comme ça où tu sens que de plus en plus crescendo, il prend, bon, tu te dis: «Bon, c'est une vie de couple, allez, on y va» et cetera. Mais voilà, avec le recul, je sais que c'est comme ça que ça a commencé et à un moment aussi, c'était mon anniversaire, c'était au mois de mai et du coup, il me fait une surprise. Donc moi, je suis, contente, tu vois? Je lui dis: «Ah, c'est génial et tout». Il me fait: «Ouais, bienvenue dans ton anniversaire». Donc en fait, il y avait une grande salle avec, du coup, il a invité des filles qui étaient dans mon lycée. Et du coup, elle me dit: «Ah voilà, bienvenue à ton anniversaire et cetera, voilà et ça te fait plaisir et cetera» et en fait, je me suis rendu compte que au fur et à mesure que de l'ambiance, je me rends compte, en fait, c'était pas mon anniversaire. C'était l'anniversaire de sa belle-sœur et il s'est incrusté dans l'anniversaire de sa belle-sœur en prétextant que, ben, c'est pour mon anniversaire. Sauf que c'était pas mon anniversaire, c'était l'anniversaire de sa belle-sœur et le truc, c'est que là où j'étais choquée, en fait, c'est que je danse avec quelqu'un qui est de la famille, visiblement. Je danse normal, quoi et il vient me voir, il me dit: «Ah mais tu as dansé avec, en fait, je pense que lui-même, il sait même pas c'est qui, hein. «Ah, tu as dansé avec, cette personne-là?» Je fais: «Bah ouais, normal, enfin, il y a pas de problème» et là, en fait, il me dit: «Non, tu as frotté et tout, ça se voit, j'ai filmé». Ah ouais, là, j'étais choquée, là. Là, je crois que j'étais choquée, j'étais sous un état de choc. J'ai fait: «Mais qu'est-ce qui se passe?» tu vois? Et même devant mes amis, j'avais la honte, en fait, «Il se passe quoi?» et en fait, ils avaient vu que c'était tendu et il y en a qui sont partis, ils ont dit: «Ouais, non, en fait, moi, je reste pas là, quoi» et en fait, j'étais mal. J'ai rien compris ce jour-là et en fait, le truc, là, j'aurais pu dire: «En fait, je me casse» et non, je suis restée. C'était avant les enfants. C'est au début de la relation. Je t'explique vraiment comment ça s'est passé, que en fait, j'ai rien enfin, c'est pas que j'ai rien venu venir, c'est qu'en fait, j'étais vraiment dans une dépression totale où j'avais l'impression qu'en fait, je méritais toutes les galères qui m'étaient arrivées depuis, le début de ma vie, en fait et que en fait, c'était ça ma vie et que j'avais pas de possibilité de faire autrement, autre chose parce que c'est ce que j'ai vécu, en fait. Mes parents, c'était tout le temps, en train de s'embrouiller et pour moi, c'est normal, en fait. C'était peut-être moi le problème. Et donc on a continué comme ça. Je passe les détails où, on a fait, hem, un moment de vie en Angleterre, un moment de vie dans le sud de la France et je passe directement où on revient en France, donc dans son appartement qu'il avait gardé et où on part en Guadeloupe. On devait partir en Guadeloupe. Donc en fait, moi, je trouve un emploi sur internet. En fait, il y a un site spécial pour, trouver des emplois dans l'optique et donc je postule, je fais la visio, à l'époque, c'était MSN et je fais ma visio tranquille et la personne, elle me prend. Donc à distance, elle me dit: «OK, je vous paye le billet et vous venez»
Et en fait, à l'époque, MSN, c'était, le truc, pour faire des échanges en ligne et en fait, la personne, elle m'envoie enfin, l'employeur m'envoyait, des messages et à la fin, il y avait des émoticônes, des emojis, mais des emojis qui bougent là, avec des petits cœurs, des trucs comme ça là. Et ben, lui là, le papa des enfants, il est en train de dire: «Ah ouais, j'ai vu, il t'a fait des un emoji avec un bisou là, c'est quoi ça?» Déjà, j'ai encore rien fait, hein. Il est déjà en train de dire des trucs, donc il est en train de faire des trucs dans sa tête et donc en fait, moi, j'ai un pied-à-terre en Guadeloupe, donc c'est ma tante. Je vais en Guadeloupe et lui me suit. Donc on va en Guadeloupe, je suis hébergée par ma tante. Donc en fait, lui, il est tranquille, hein, il est hébergé, en fait, quand on était en France, il avait toujours de l'intérim. Il a toujours trouvé de l'intérim, il avait l'habitude de fonctionner comme ça, mais jamais d'emploi stable, en fait. CDI, ça, je ne sais pas s'il a déjà eu et donc quand on arrive là-bas, moi, j'ai mon poste et en fait, le problème, c'est que pas de, j'ai pas le permis. Donc en fait, je suis dépendante. Enfin, je suis dépendante, j'aurais pu prendre les transports, hein, mais je suis dépendante dans le sens où lui, il se propose. Il dit: «Ouais, c'est bon, je vais t'accompagner» et donc je vais, alors je sais plus si c'était la prise de poste, mais c'était juste avant la prise de poste pour, ben, les formalités et cetera et puis là, il fait un truc de fou, c'est-à-dire que il sort de la voiture et puis il commence à parler à l'employeur en lui disant: «Oui, je vous ai vu, j'ai vu tous les messages que vous envoyez» et sa femme était juste à côté, hein. «Tous les messages que vous envoyez, ça se fait pas, on vous connaît», enfin, je fais: attends, tu vas me saboter de partout, quoi?» C'est en fait, à l'époque, je me rendais pas compte qu'il me sabotait de partout. Les différents enfin, l'employeur ici, la reprise d'études et enfin, la continuité de mes études et puis là encore et donc je sais pas comment je te dis, je sais pas comment il fait, mais il arrive à appuyer à chaque fois au bon bouton pour: «Ah c'est bon, moi c'est bon, je reste», en fait et le truc, c'est que je suis tombée enceinte en Guadeloupe, du coup et dans la chronologie, il y a, bon, des choses qui se perdent, mais le truc, c'est que j'ai mon premier enfant, du coup, en Guadeloupe et au même moment, en fait, son père qui était en Martinique décède. Donc à la même période, peut-être qu'1 mois avant et donc en fait, il se dit: «Bon, c'est bon, elle a accouché, voilà, on va partir en Martinique pour aider sa maman qui est malvoyante». Donc j'ai pas d'emploi stable, j'ai pas d'emploi. Lui, il essaye de faire des trucs à gauche, à droite et puis, finalement, bah, ça prend pas. Donc, il y a la famille aussi, hein, qui est là. J'ai de la famille en Guadeloupe. Ils voient la personne, ils disent, voilà: «Sabine, déjà, ce monsieur a quel âge?» Pour dire que, bah, il avait 13 ans de plus que moi et du coup, on part en Martinique. On part en Martinique pour aider sa mère malvoyante et j'avais un emploi en Guadeloupe, oui. J'avais un emploi au début. Je n'ai pas pu le prendre. Après, j'ai retrouvé un autre emploi avec une autre personne. Mais au final, comme lui, il est à la bougeotte, moi, je le suis, en fait. Donc je mets fin, je tombe enceinte, enfin et je tous les 9 enfin, pendant la période des 9 mois, je suis en poste et puis après ça, j'accouche et puis je pars, quoi, avec lui. Donc en Martinique, on arrive là et donc c'est là qu'on comprend, en fait, le truc, c'est qu'il est comment expliquer? Je pourrais pas dire si c'est vénal ou en tout cas, le truc, c'est qu'il a réussi à choper la carte de sa mère pour dire: «C'est moi qui m'occupe de toi». Mais avec l'argent, en fait, il a acheté des trucs qui avaient aucun sens. Genre, acheter un tapis nouveau, un grand tapis pour sa mère qui est malvoyante, pour remplacer le tapis qu'elle a qui est vieux. J'ai fait: «En quoi c'est nécessaire et urgent de changer un tapis, alors que ta mère, je pense qu'elle a besoin de peut-être d'autre chose que d'acheter un tapis». Mais après, il a acheté d'autres choses, mais des choses dont je ne sais pas ce qu'il a acheté, mais visiblement pour, son propre, confort personnel.
Et le truc, c'est que c'est quand, j'ai trouvé un emploi, en fait, en Martinique. J'ai eu cette chance, en fait. C'est ce qui a fait qu'on est resté aussi longtemps, je pense, en Martinique. C'est que j'ai trouvé un emploi qui me payait bien. Et en fait, là, il a pas tout de suite, commencé à me dire, ouais, enfin des problèmes, en fait, parce que là, il va falloir quand même payer un loyer au bout d'un moment. Et du coup, j'étais une source de revenus pour lui et d'être tranquille, en fait, parce que lui, il a jamais eu d'emploi stable. Au début, quand on est arrivé, il a essayé, donc il a eu un emploi qu'il a gardé à peu près 1 mois et demi. Et 1 mois et demi parce que justement, il a un problème de sociabilité, il s'est embrouillé avec le patron. Donc j'ai fait: «OK». Donc en fait, au final, c'est moi qui vais devoir, gérer la charge de notre, enfant, de la maison et puis, en plus, après à l'avenir, même quand il a créé son entreprise, tout ce qui était formation, tout ce qu'il fallait mettre en place pour son entreprise, c'est moi qui ai payé. Donc voilà, c'était ça l'histoire. J'ai acheté une voiture alors que j'avais pas de permis, mais en même temps, cette voiture était nécessaire parce qu'on habitait dans le sud de la Martinique et moi je travaillais jusqu'à, Schœlcher. Donc c'est un certain nombre de kilomètres quand même et en fait, ce stress et cette pression, elle était toujours, permanente parce que, autant, j'étais dépendante de lui, en fait, pour me véhiculer. Donc ça avait un côté protecteur, mais en même temps, c'était de la surveillance et là où c'était difficile pour moi, c'est que justement dans le travail, au début, quand je suis arrivée dans une entreprise où en fait, les gens, en fait, ils projettent des choses sur toi. Quand tu arrives, au départ, ça se passait à peu près bien et puis ma première paye est arrivée et je vois, tu as l'enveloppe en fait et tu as l'enveloppe qui a été ouverte et tu vois les empreintes et tu vois, la responsable qui a changé de comp qui déjà qui s'est mis en arrêt et qui de tout au tout te change les horaires et te met, les horaires les amplitudes les plus larges, 10 heures, 20 h 30 et tu te demandes pourquoi en fait. Tu te dis: «Ouais, OK, non, je pense qu'elle a bien projeté le truc sur toi» et du coup, bah, en fait, moi j'ai un bébé qui est tout petit qui a 1 an, 1 an et je fais les allers-retours, OK, tant bien que mal et en plus, il faut que je fasse des horaires extra larges. Donc ouais, l'horaire pour rentrer, c'est à peu près 1 heure de trajet en voiture et c'est un jour comme ça, en fait, je discutais avec une collègue et elle me dit: «Ça va, il va bien ton fils?» Et en fait, la responsable fait: «Tu as un fils, Sabine?» Je fais: «Bah, oui». Et après elle a su, tu vois, elle a su qu'il avait que quel âge il avait. Elle était choquée, en fait, de sa, entre guillemets, «méchanceté». Et après elle a changé les horaires et c'était beaucoup plus fluide pour moi. Mais à un moment, tu vois, heu, je pense que tout est lié, c'est-à-dire que ton corps, il t'envoie des messages. À un moment, j'étais venue au travail en transport, j'avais pris, le bus là, enfin, je sais pas comment c'est le car. J'avais pris le car, je suis arrivée à Fort-de-France et il fallait que je traverse Fort-de-France et que je reprenne un autre car. Et en fait, juste à traverser pour arriver jusqu'au à l'autre endroit où on prend les bus, bah, en fait, je me suis tordu la cheville. Donc j'ai eu une grosse entorse. Sur le moment, ça m'a fait super mal parce qu'en fait, les routes, elles sont abîmées, mais en plus, moi, j'étais avec des talons et et je me fais une entorse et le truc, c'est que je ressens la douleur sur le moment et puis, tu sais, quand tu es une femme forte, tu vois? Tu tu te dis: «Ah, c'est bon, la douleur est partie» et tu marches. Tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Tu prends le car, tu montes jusqu'à Schœlcher, tu arrives au travail et puis là, en fait, tu te dis: «Merde, comment je vais faire?» Parce que la douleur, elle revient. Il est 10 heures et la prochaine relève, enfin la les prochains qui arrivent, ils arrivent à 12h30, je crois. Donc je dis: «Ah waouh, ça va être chaud» et en fait, le truc, c'est que là, cette scène-là, en fait, je crois que j'ai attendu et après mon collègue, il est arrivé. Il dit: «Mais qu'est-ce qui t'arrive et tout?» Je fais: «Bah, en fait, je me suis tordu la cheville» et il fait: «Mais pourquoi tu pas ton mari et tout?» J'ai fait: «Je sais pas» et donc au final, bon, tu es obligé de l'appeler. Il est venu et tout, les urgences. Là, tu vois, c'est côté protecteur, il est là, il est toujours disponible pour toi et tout. Tu te dis: «Bon, tu as toujours quelqu'un sur qui compter» et en même temps,
si on passe les détails, je passe à un autre épisode toujours dans ce même magasin. Entre midi et 2, je vais à je sais plus, c'est une boutique pour, des parfums. J'essaye le parfum poison. Donc c'est un vrai poison, en fait. Je mets le parfum poison et puis je sors, je vais prendre le soleil, chose qu'il fallait pas faire et je fais une réaction anaphylactique, c'est-à-dire je gonfle de partout. Je gonfle de partout et là, en fait, je l'appelle, quoi. On va encore aux urgences et là, en fait, le truc, c'est qu'il me dit: «Ouais, t'as fait ça, c'était pour qui? Tu veux plaire à qui?» Enfin, et là, tu te dis: «Mais attends, mais je suis en train de souffrir là, tu peux m'expliquer, enfin, pourquoi?» Mais en fait, c'est que ça, c'est que des trucs comme ça et en fait, tu sais, quand j'ai eu cette entorse-là, pendant pratiquement un mois, j'étais arrêtée, j'étais à la maison et je voyais le gars, il faisait rien, en fait, de ses journées. Il faisait rien de ses journées, hein. Donc c'est un peu ça, si on accélère un petit peu l'histoire, c'est comme ça, en fait, où tu vois, tu as pris ton poids de grossesse, heu, tu as envie de faire attention, des choses comme ça, mais le truc, c'est que tu te sens pas chez toi, en fait. Tu te sens pas chez toi, tu te sens épié, tu te sens, enfin, comme si tu es pas normal alors que, la personne avec qui tu es, normalement, tu dois te sentir bien. Mais là, voilà, je me rends encore toujours pas compte du problème, là, hein. Je suis toujours dans le truc où, c'est moi le problème, qu'est-ce que je fais de mal et cetera et le truc, c'est que, quand ma mère, elle est venue un certain temps en Martinique pour s'occuper du petit et cetera. Je sentais que ça le gênait parce qu'elle était là, c'était un peu, tu sais, en fait, le truc des personnes avec un trait de personnalité, narcissique, pour pas dire un pervers narcissique, c'est qu'ils isolent les femmes. Donc moi, je me suis retrouvée isolée dans un endroit, en fait, en plus, là où j'étais, enfin, franchement, fallait y aller, hein, aux Marins. C'était bien éloigné, bien isolé de partout et donc tu te sens seule, tu as personne à qui parler, personne à qui exprimer sauf, ta mère que tu appelles quand elle est pas ici, en tout cas en Martinique. Quand tu l'appelles, quand elle est en France, la la consommation téléphonique, c'est pas 2 € quoi. À l'époque, c'était genre, si tu faisais 1 heure, tu en avais pour 100 € de communication. À l'époque, hein. Plus maintenant, mais à l'époque, ça coûtait super cher. Et donc ouais, là, je sens que ma mère, ça le gêne. Ça le gêne, en fait. Mais ma mère, elle est là, elle s'occupe du petit et ça permet de respirer aussi pour moi. Ça me permet aussi, d'avoir de la ressource, de prendre un peu d'air parce que la pression, c'est tout le temps. C'est tout le temps et c'est insidieux et voilà, après, on a déménagé. On est allé encore un peu plus excentré. Alors, ça se rapproche un peu plus du centre, mais c'était excentré dans le Diamant, c'est sa ville d'origine, de ses parents en tout cas et en fait, le truc, c'est que, la pression, elle est là parce que tu as ce truc où il te dit, «J'en ai marre en fait de t'emmener le matin», mais en même temps, tu sens que c'est aussi lui, ça lui fait de l'emprise en fait, parce qu'il est tout le temps en train de épier ce que je fais. Une fois qu'on est au Diamant, on fait des choses aussi, hein, qui sont à peu près normales. On fait des sorties, on va à la mer, on visite des villes et cetera. C'est à peu près normal. Mais des fois, il y avait des tensions avec le propriétaire parce que lui, ce qui est marrant, c'est qu'il a pas d'entrée d'argent fixe, mais il veut absolument acheter des meubles dernier cri. Donc c'est qui paye? C'est moi. Donc en fait, je paye tout et tu critiques tout ce que je fais. La façon dont je m'habille, la façon dont je suis, la façon dont je me comporte. Tu es toujours en train
critiquer, 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 alors que c'est moi qui fais: «Alors ouais, tu m'emmènes, j'ai pas le permis, OK». Mais en fait, dans un couple, c'est pas ça, c'est pas avoir de la critique, continuelle. En fait, tu peux pas vivre comme ça, tu es sous pression tout le temps. Donc avec le propriétaire, je crois qu'il y a un moment, il y a eu un clash parce que lui, en fait, il travaille. Il a une facilité à parler, il a une aisance au niveau de il a de la tchatche, en fait. Donc il arrive à embrouiller les gens. Il arrive à par exemple, le loyer de cet appartement-là, là, c'est pas un appart, c'était une maison carrément. Ben, le loyer de cette maison-là, je crois que mon salaire, il faisait pas 3 fois le loyer, hein. Mais voilà, il a réussi à l'avoir, avec la tchatche. Ouais, je suis du diamant, le mon cousin était untel, voilà et voilà, c'est bon. Tu as l'appart, tu as la maison et à un moment, je sais plus ce qui s'était passé, je crois qu'il y avait un problème. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, je lui avais passé ma carte, mais une chose que ma mère m'a toujours appris, c'est jamais enfin, de ne jamais faire de compte en commun. Je n'ai jamais fait de compte en commun avec lui, heureusement, mon Dieu, parce que la fois où je lui ai passé ma carte, moi, j'étais tranquille, en fait, je faisais mes petites affaires, je me prends pas la tête et en fait, un jour, je reçois un appel de mon conseiller à la banque en France qui me dit: Oui, madame Jessop, là, votre compte, là, c'est pas bon du tout, là, -1000». J'ai fait: «Comment ça?» Mais non, en fait, moi, je suis jamais enfin, je suis toujours, pile, braque, mais jamais en dessous. Je calcule, en fait et le truc, c'est qu'il avait pris mon argent avec ma carte bleue, alors que c'était un truc bien précis qu'il devait acheter. C'était pas un truc, mais je sais pas ce qu'il a fait, mais il a dilapidé mon argent, en fait. Donc visiblement, il y avait une autorisation de découvert, je savais pas, parce que comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, j'ai toujours ric-rac, tu vois? Et il avait dépensé mon argent. L'argent qui sert aussi à payer le loyer, à payer des affaires pour, le petit, les couches, enfin bref et jamais il m'en a parlé. C'est moi, je lui ai dit: «Ouais, tu fait quoi avec ma carte? Déjà rends-moi ma carte, jamais je te la redonne, c'est fini». Et je sais absolument pas, enfin, c'est marqué certainement, mais en tout cas, moi, je me rappelle pas dans quoi il a sorti l'argent. Mais voilà, l'argent est sorti et c'est pour lui, c'est normal. Il prend la carte des gens et puis il fait ça. Et donc toute cette pression-là, moi, ça monte d'année en année parce qu'on est restés quand même 10 ans ensemble, hein. Et ça monte, ça monte. Toi, tu es isolé, tu travailles, en fait. Tu fais, de l'argent, tu as des responsabilités, tu as des collègues, tu as des clients et cetera. Donc toi, tu te prends la tête à essayer d'exceller dans ton travail et puis derrière, tu dois faire attention à ce que l'autre, il fait dans ton dos parce que, tu peux pas lui faire confiance. Donc après tous ces épisodes-là, en fait, hem, il y a juste un truc que j'avais envie de parler, c'est vraiment ce truc où un jour, heu, j'avais terminé tard et en fait, il vient me chercher et en fait, tu as l'impression qu'il y a eu un coup monté là. Parce que je on rentre, il y a notre fils dans la voiture et lui conduit et on rentre vers le Diamant et il y a une voiture qui nous suit derrière et moi je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Et c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a une voiture qui nous suit et tout? Et donc en fait, la voiture elle passe devant et tout, elle ralentit et elle s'arrête. J'ai fait: «Wow, c'est super chaud» et en fait, il s'avère que c'était un prestataire à lui qui avait pas été payé et en fait, il lui a mis la pression pour qu'il puisse payer et il savait très bien qu'il allait pas pouvoir payer et donc il me demande à moi: «Est-ce que tu peux lui payer?» J'ai fait: alors en fait, juste très clairement, il est telle date dans le mois, j'ai pas d'argent en fait. Reviens dans 3 jours, je sais pas. Mais en fait, je savais pas dire non, en fait. Dire que en fait, ça me concerne pas, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas ton entreprise. Donc j'ai pas à payer tes problématiques, que tu sais pas gérer, ton argent qui rentre ou qui sort, c'est pas mon problème. Non. En fait, moi, je sors d'une journée de travail et on sent que le coup, il avait été monté, en fait, hein. Et on me fait ça, en fait, comme une embuscade. Vas-y, paye pour, quelqu'un que je sais même pas c'est qui. Il arrive comme ça, comme une ferme, moi je vais payer quelqu'un, mais c'est du racket, en fait. Et en fait, ça va être cette pression financière et ce truc où en fait, je suis une banque. Et là, je me suis sentie, mais je fais: «Mais en fait, je sers à quoi, hein?»
Et 3 jours après, ouais, j'ai payé. J'ai payé, j'ai sorti de l'argent, j'ai donné et lui, il a payé son prestataire. Il dit qu'il allait me rendre. Je pense qu'il m'a jamais rendu. Je me rappelle pas. Tu vois, moi, en fait, le truc, ma problématique, c'est que j'ai jamais été matérialiste. C'est peut-être un problème chez moi. Je devrais l'être parce que je suis pas matérialiste et que pour moi, l'argent, c'est, tu vois, mon problème, c'est plus un problème affectif. Donc, comme lui, il arrivait à appuyer sur les bons boutons, ben moi, voilà, comme ça que tu arrives à me manipuler, moi, avant. Comme ça, plus maintenant, mais voilà. Et du coup, après cette scène-là, en fait, on a déménagé, on est arrivé plus proche de là où je travaille. On m'a muté plus proche encore. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'à un moment, il devait emmener notre fils à la crèche. Et moi, je devais, en fait, avoir une réunion. Le magasin ouvrait peut-être à 9h et la réunion était à 8h. Donc, en fait, tu as l'habitude de m'amener, tu m'amènes et puis après, tu emmènes le petit à la crèche. Et ben non, ce jour-là, il voulait pas. Ce jour-là, il voulait pas m'emmener. Il voulait pas emmener notre fils, pardon, à la crèche. Et donc, en fait, il m'a fait toute une histoire. Et une fois qu'on est arrivé devant le magasin, il a commencé à dire, on était à l'extérieur, il a mis vraiment la voiture juste, parce qu'il y a une sortie, la sortie de secours, juste à cet endroit-là, en disant, il est où le responsable? Faut qu'il sorte, faut qu'il sorte. Et en fait, il est sorti, il y a d'autres personnes qui sont venues, puisque c'était la réunion. Et puis là, il sort un gros coutelas et il dit, ouais, vas-y. En fait, il avait envie d'en démordre parce il a l'impression, enfin, il est sûr en tout cas, que je le trompe avec le responsable du magasin. Alors, selon lui, parce que moi, j'avais négocié, comme moi, je m'en fiche en fait en tant que maman, j'étais encore avec un enfant à la crèche. Donc, en fait, pour moi, travailler le mercredi toute la journée, ça m'allait. Mais si je pouvais avoir 2 demi-journées où je finissais à 14h, ça me laissait du temps pour pouvoir aller m'occuper de mon fils, en fait, de le récupérer et de m'occuper de mon fils. Et en fait, là, il trouvait ça suspicieux. Ça voudrait dire qu'il s'est passé quelque chose, qu'il m'octroie des bonus, des trucs. Et donc, du coup, j'ai sorti un gros coutelas. Et là, en fait, je dis, oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, je sais pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fous ici. Enfin, et là, en fait, je me rappelle plus. Ouais, je crois que bah ouais, le responsable, il a répondu, tu vois. Il a dit non, mais on va arrêter là tout de suite. Il y a rien. Enfin, voilà. Je sais pas comment ça s'est terminé, mais en tout cas, il est parti avec notre fils. Il est emmené à la crèche ou pas. J'ai fait la réunion. Avant de faire la réunion, tout le monde m'a dit ouais, faut porter plainte là. Faut porter plainte là. Ton gars, il est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Si tu veux, on te soutient et tout. Et moi, j'étais là, en fait, j'étais chaude hein, pour le faire. J'étais là, ouais, je vais porter plainte, je vais porter plainte et tout. La seule chose, c'est qu'une fois que tu portes plainte, tu fais quoi? Tu vas où? En fait, j'étais isolée. C'était quoi le plan après? Et c'est là que c'était problématique parce que, tu vois, tu as envie de sortir de la situation et en même temps, tu vois pas l'issue. Et tu as une perche qui t'est tendue et tu la saisis pas parce que c'était pas encore le bon moment. C'est pas encore le moment, en fait. Parce que c'est pas encore préparé dans le sens où c'est là où j'ai eu le déclic qu'il fallait partir. Parce que tu peux pas rester comme ça. Et là, tu vois, j'ai vraiment eu peur, en fait. Je me suis dit: «Mais il est complètement malade, c'est un fou». Et tu sais ce qu'il a fait pour retourner le truc? Si on faisait un deuxième enfant. Il m'a retourné le cerveau, hein. C'est-à-dire que moi, j'étais prête à porter plainte pour, sortir de la situation, mais pour aller où? Faire quoi? Je sais pas, moi, je suis isolée, je fais quoi, en fait? Et le truc, c'est qu'il m'a retourné le cerveau dans le sens où, ouais, moi, je suis, fille unique. Mon fils, pour le moment, il est seul. Donc en fait, je ne vois pas laisser mon fils sans avoir un frère et qui c'est qui va prendre une fille avec déjà un enfant? Dans ma tête, tu sais, j'étais en train de me dire,
C'est foutu, en fait. Ma vie, elle est foutue. Bon, allez, tu vois? C'est comme ça que j'ai raisonné. C'est comme ça qu'il a réussi, voilà. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Et le truc, c'est que, ouais, il a réussi à m'avoir là-dessus. Mais tu sais, c'est ça, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va. Puis quand ça va pas, mais quand c'est tu sais que c'est la limite, il te sort un gros truc, tu sais, un truc, un gros red flag, mais un gros truc qui et toi, tu y vas dedans. C'est ça qui vient compenser. Mais tu vois, les collègues, ils se sont dit: «Ouais, attends, on lui avait dit: "Oui, on t'aide"». Après, plus tard, quand j'ai redemandé l'aide, il y avait plus. Mais bon, c'est ça le jeu, hein. C'est que faut attendre que la personne soit prête, en fait. Tu veux aider, mais des fois, la personne n'est pas encore prête. Et le truc, c'est que une autre fois, j'avais fini à 19h30 et j'attendais qu'il vienne, il n'est pas arrivé. Donc j'appelle une de ses amies, parce qu'il y avait une amie à lui qui était normale. Elle était normale. Et en fait, elle avait l'habitude d'aider de temps en temps, tu vois? Et même on avait des fois des atmosphères normales, en fait. Genre on échange, on parle et cetera, c'est normal. Et puis en fait, le truc, c'est que je l'appelle, je lui dis, «Ben, en fait, il est pas là, est-ce que tu peux» elle fait, en fait, elle en a marre, en fait, parce qu'elle nous voyait nous disputer tout le temps. Elle a dit: «En fait, j'en ai marre, en fait, débrouillez-vous avec vos histoires». Puis elle m'a raccroché au nez. Je fais: «Bon, OK, il est 19h30, je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer, il ne répond pas au téléphone». Et donc là, je me dis: «Bon, en fait, je suis bien dans la merde, en fait». Et le truc, c'est qu'après, il est arrivé. Il appelle: «Ouais, t'es où?» et tout. Je fais: «Bah, je suis à la sortie», ben, toujours au moment à la sortie du magasin et tout. C'était peut-être 20h30 et tout. Et moi, je lui dis: «J'en ai marre», et je commence à je dis: «J'en ai marre de cette situation, j'en peux plus», et cetera. Enfin, je m'énerve, quoi. Et après, je prends la voiture, mais je savais conduire, même si j'avais pas mon permis. Je savais conduire et du coup, je prends ma voiture, c'est ma voiture, tu vois? C'est un gros 4x4 et tout, et je file, mais je sais pas, je sais pas comment expliquer la distance, mais c'est loin quand même, tu vois? Et le gars, je sais pas par quel miracle, par quelle énergie, par quel truc magique, en quelques minutes, même pas, je le vois, il est là, devant la voiture. Et puis il est tout essoufflé comme ça, j'ai eu peur, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il va faire et tout?» Après il se met sous la voiture et dit: «Ouais, tu veux partir? Roule sur moi, roule sur moi». J'ai fait: «Wouah!» Je fais: «Quoi? J'appelle qui?» La seule personne que je pouvais appeler encore, c'était son amie. Elle m'a envoyé bouler, elle m'a dit: «C'est bon», elle veut plus entendre parler. Je fais: «Quoi? J'appelle qui?» À l'époque, j'étais pas en train de police et cetera, c'était pas mon délire. Ouais. Non, c'est lui qui est venu avec la voiture. Et je sais pas comment ça se fait, je lui ai dit, ben, enfin, il est sorti de la voiture et tout. Moi, je lui ai dit: «C'est bon, j'en ai marre, en fait, de cette situation, j'en ai marre, je me casse», ou un truc comme ça. Je sais plus ce que je lui ai dit. Et après, je prends la voiture et je roule. Et lui, il est resté sur place, en fait, comme un imbécile. Enfin, il est resté là. Je ne sais pas. Je te dis, franchement, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il a des super je ne sais pas. C'est trop bizarre. C'est comme si qu'il avait couru avec une force surhumaine, j'en sais rien. Je sais pas. Mais après, juste après se mettre sous la voiture et me dire: «Roule sur moi, roule sur moi». Après j'ai entendu, je sais plus qui m'a sorti ça, que c'était une menace au suicide, il y en a beaucoup qui font ça. Bref. Et du coup, là, j'ai dit, «Enfin, je peux plus vivre comme ça, quoi». C'est tout le temps, en fait, tu sais même pas à quelle sauce tu vas être mangé avec ce gars. Un coup il est bien, un coup il est pas bien, un coup tu sais pas, enfin, il menace les gens. Tu es tranquille en train enfin, tu fais une sortie tranquillement avec lui, il sort un coup de là aussi, enfin, menace les gens comme ça, OK, heu, comment on va faire? Et en fait, je suis tombée enceinte, hein, tu vois le truc, c'est ça. Et le truc, c'est que je sais pas comment expliquer, mais j'ai tout de suite su que c'était
une fille et je me suis accrochée à ça, en fait. Je me suis accrochée à elle. C'était comme si c'était moi, en fait. Et j'ai dit: «Mais jamais, jamais, je veux jamais qu'elle vive ce genre de choses et on va s'en sortir». C'est comme ça que, en fait, j'ai commencé à réunir mon énergie, ma force pour me focus sur le travail, me focus sur j'ai à ce moment-là, en fait, avec, la maternité, ils avaient mis en place un système de suivi pour les femmes. Donc j'étais suivie, par une personne, une psychologue, pendant toute la maternité et normalement, c'était jusqu'à quelques mois après la naissance et moi, ça ils m'ont dit, je ne sais pas pourquoi, mais exceptionnellement, moi, c'est jusqu'au 1 an de la petite. Donc en fait, le truc, c'est que ça m'a aidée à me recentrer, cette période-là. Parce que vraiment, j'étais au bout de ma vie, hein. Mes journées, c'était ça, c'était, une journée le matin, tu te lèves, tu te réveilles, tu as la personne qui est là en train de te juger sur ta façon de t'habiller. Si tu mets une jupe, ça peut faire, salope, la façon dont tu mets un rouge à lèvres. Non, il faut pas mettre de rouge à lèvres parce que c'est tes lèvres sont pulpeuses, alors du coup, tu vas attirer des gens. Donc non. Et du coup, en fait, tu as le stress et tout. Et après ça, tu vois, tu prépares les enfants rapidement et puis après, tu fais comme si de rien n'était. Tu pars et tout, tu chantes avec les enfants, histoire, qu'ils aient, bah, tu vois, une énergie positive dans tout ce qui se passe. Mais voilà, tu as toujours ce truc derrière ton dos, tu as l'impression que le gars est toujours là et vraiment, il était toujours là. Je dépose les enfants à l'école, je vais au travail et tu le vois en train de passer, tu vois? Parce que ça donnait sur la rue. Tu le vois en train de passer. Tu le vois en train de repasser. En fait, tu fais comme si tu le vois pas. Tu te dis: «Oh putain». Tu vois, il y a des collègues aussi qui te regardent en même temps. Toi, tu fais ton travail et tout et puis, des fois, tu montes, tu sais, c'est un magasin sur 2 étages et tout, tu montes et tout et puis après, tu entends la responsable qui dit: «Ouais, il y a ton mari qui t'appelle, tiens, prends la communication». Je fais: «Ah non». En fait, je suis au travail, en fait. Mais en fait, il t'a appelé pour rien. Il fait: «Ouais, je te vois pas dans le magasin. Tu es où?» Comment te dire? Je travaille, mais c'était que ça. C'était que ça et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des équipes super et la plupart ont vécu ce genre de choses, en fait, c'est ça qui est fort et quand je rentrais, de la maison, à la maison, tu vois, j'avais, fallait que je m'occupe, des clients, du chiffre d'affaires parce que j'étais responsable adjointe. Fallait que je m'occupe, des collègues aussi, des fois, il y a des conflits, des choses comme ça. Je prenais pas de pause. Pour moi, en fait, il y avait ça existait pas la pause. C'est j'ai pas, ça me venait même pas à l'esprit, en fait. J'étais tout le temps occupée. Le matin, il y avait des trucs à faire. Il y a tout le temps quelque chose à faire dans un magasin et donc du coup, j'étais toujours en action. Toujours, toujours, toujours. J'avais pas de pause et quand je rentrais à la maison, j'étais épuisée, j'étais fatiguée et la seule chose que j'avais envie de faire, c'était manger du chocolat et donc je mangeais énormément de chocolat. J'ai pris, encore plus de poids parce qu'après la maternité, bah, en fait, j'avais plus l'énergie, ni l'envie, ni la force de faire quoi que ce soit pour moi, en fait. Moi, j'étais dépitée, enfin, je veux dire, mes journées plus, quand tu rentres, tu sais pas à quelle sauce enfin, faut vraiment marcher sur des œufs avec lui. Tu savais pas, parce que quand tu rentres et qu'il te dit, «Ah, je t'ai vu dans un film porno», je fais: «Ah bon? D'accord, OK». Enfin, tu vois, tu te dis, tu travailles, tu cravaches de fou et lui, il est toujours avec des trucs, mais tu dis qu'ils sortent de nulle part. Et donc là, toi, tu dois être dans un truc lucide de personne responsable, à t'occuper de tes enfants, à prendre soin de la maison et cetera. Et puis tu as une personne comme ça. Mais dans le sens où, tu vois, par exemple, il y a eu un problème avec, une prof
qui disait: «Oui, votre enfant», en parlant de notre garçon: «Oui, c'est problématique, la façon dont il y a quelque chose qui va pas, il faudrait voir ensemble» et cetera. Lui, il était en train de dire: «Non, tout va bien. Ouais, tu vois, ces genres de personnes, c'est parce qu'ils veulent, trouver un problème chez les parents. Non, tout va bien». J'ai fait: «OK, il est peut-être en train de souffrir là de tout ce qu'il est en train de voir, mais non, il y a aucun problème». Donc à l'époque, moi, je suis obligée de faire dans son sens. Mais quand il y a eu la séparation, oui, il a été suivi, hein. Parce que justement, c'est une personne qui est bizarre dans le sens où un jour comme ça, je sais pas qu'est-ce que le petit avait fait. Il a pris le manche à balai et il a commencé à taper notre fils en disant: «Tu sais, les enfants, c'est comme les animaux, il faut les mater». Je fais: «Oh là là, là, c'est chaud là». Et en fait, tu es isolé, tu sais pas en fait, tout ce qui se passe, tu te dis: «Mais à qui tu vas en parler, en fait?» Il y avait ce suivi, heureusement, mais tu te dis: «Mais comment on va faire?» Enfin, tu vois? J'ai sauté plein d'étapes, mais il y a une étape qui est vraiment primordiale. C'est vrai, c'est vraiment important. C'est en fait, tu vois, j'ai eu notre fille, et en fait, quand j'ai accouché, j'étais tellement bien. Je sais pas comment t'expliquer ça hormonalement parlant, mais le fait d'avoir ma fille, c'est comme si que tu sais, c'est tout ce qui se passe là, enfin tout, c'était oublié, j'étais bien, j'étais avec ma fille et à cette même période-là, ma mère était venue et en fait, j'ai accouché rapidement sans péridurale pour mes 2 premières grossesses et cet enfant-là que j'ai eu, heu, bah, j'étais bien et du coup, même le corps médical m'a dit: «Ouais, vous allez partir plus tôt». Sauf que en fait, ma mère, elle est venue, dans la chambre et tout et en fait, ils se sont engueulés avec le papa des enfants. Parce que tu vois: «Tu fais ça à ma fille», enfin, elle savait parce que je lui en parlais quand même et en fait, le fait de les voir comme ça m'a tellement rendue triste que, bah, en fait, j'ai fait une dépression, postpartum là. En fait, toutes les hormones sont redescendues et quand je m'asseyais sur, un siège, en fait, j'avais comme une décharge électrique de la colonne vertébrale, dans le bas de la colonne jusqu'en haut au niveau du cou. Ça m'a fait ça 2 3 fois comme ça et j'en ai parlé et ils m'ont dit: «Bah, en fait, vous avez fait une péridurale?» «Non, j'ai pas fait de péridurale. Je sais pas pourquoi ça me fait ça» et en fait, c'est le corps qui parle, tu vois? Je pense qu'il y avait trop et là, en fait, on m'a dit: «Ouais, OK, vous pouvez rester, le temps qu'il vous faut» et je suis restée 1 semaine au lieu de 3 jours ou je sais plus et quand il a fallu me récupérer pour rentrer à la maison, il y avait un problème avec la voiture et je lui ai dit: «Mais en fait, tu te débrouilles, faut trouver quelque chose. Tu as ton cousin», son cousin, c'était le gardien de l'immeuble où on habitait, hem, «trouve quelque chose, en fait». Le truc, c'est qu'il est venu, il est arrivé, il fait: «Bon, bah, on y va» et en fait, on est rentré en bus. Donc la personne à qui tu vis, tu as fait un enfant avec, on rentre en bus avec un bébé. Donc là, je lui dis: «Enfin, tu vois, enfin, la personne, elle te traite comme de la merde, en fait, c'est pas possible» et en fait, j'ai fait mon congé maternité et j'arrive vers la fin du congé maternité pour reprendre mon poste et il y a la RH qui m'appelle, qui me dit: «Ouais, c'est quoi vos projets?» Parce qu'en fait, il y avait une vague de licenciements par le patron qui avait repris, les grandes boutiques. Il était en train de dégraisser le cochon et donc on me demandait si je voulais partir, en clair et moi j'ai dit: «Ah non, par contre, là, c'est le seul truc que j'ai, donc me faites pas ça, en fait» et après je lui ai expliqué. Elle m'a dit: «Ah ouais, non, je vois ce que tu vis. J'ai vécu pratiquement la même chose que toi» et donc en fait, là, j'étais vraiment, tu sais, isolée et c'était le seul truc qui me tenait, en tout cas, financièrement, c'était mon travail, en fait. C'est ce qui me dans ma tête, qui me permet
de tenir et de pouvoir préparer ma sortie. Et donc le fait qu'elle me soutienne, franchement, je te dis, là, j'étais au bord des larmes, hein. Je me suis dit: «Mais franchement, c'est ma vie, là. Me faites pas ça. Me virez pas, ne me licenciez pas parce que là, je suis dans la merde sinon». Elle m'a dit: «C'est bon Sabine, c'est bon, t'inquiète pas. Ta place, elle est assurée». Et après, je lui dis: «Ah tiens, il est en train d'arriver là». Elle me fait: «Tiens, mets la clé dans la porte. Comme ça te laissera le temps de faire si tu as un truc, que tu voulais pas lui montrer qui» tu vois? Elle m'a donné une super astuce, hein. Donc tu laisses la clé dans la porte et comme ça, quand il essaye lui de mettre la clé dans la porte, si jamais tu étais en train de faire quelque chose, bah, ça te permet de prendre du temps pour ça. Et du coup, en fait, j'ai senti du soutien. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à mettre des choses en place. Donc là, c'est la RH qui me soutient, donc qui me fait garder mon poste. Le fait que je sois soutenue par, la psychologue, mais là, c'est vraiment pour déverser, hein, parce que finalement, je prenais pas forcément conscience, des mécanismes, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là et cetera, mais juste pour décharger. Et après, je suis arrivée à un moment où j'ai pris contact avec la maison des femmes. Et la maison des femmes m'a dit: «Voilà, voilà ce que vous pouvez mettre en place, voici ce que vous pouvez faire. Au moment où vous voudrez partir, il faudra aller à la police, expliquer que là, vous avez subi telle chose, telle chose, telle chose, mais que vous partez en vacances, que c'est pas un abandon de famille». Parce que sinon, il peut se retourner contre moi en disant abandon de famille. Même malgré le fait que je ne sois pas mariée. Et et donc je prends toutes ces informations-là. Je stocke. Je commence à préparer ma sortie. Et c'est à un moment, tu vois, j'en pouvais plus, tu sais, les gens, ils voyaient, hein. Mon patron qui me dit: «Ça va, ça va bien? Enfin, j'ai l'impression que ça va pas, si ça va pas, faut le dire, qu'on aménage des choses parce que, si ça va pas, au travail, ça ira pas à la maison et si ça va pas à la maison, ça va pas bien au travail». Enfin, juste un petit peu comme ça, c'est déjà bien. Mais voilà, du coup, le poids là, je le porte, en fait. Le poids des responsabilités, de la charge financière, le poids d'un harcèlement, heu, un trop-plein à gérer tout toute seule, en fait. Et le sentiment, ben, voilà, de pas avoir, tu le sentiment que t'es pas aidé, mais en même temps, tu vois, c'est à toi de chercher et de trouver comment faire. Donc on nous apprend pas ça à l'école, on nous apprend pas tout ça. Quand on tombe dedans, on se dit: «Mais comment on va faire pour en sortir?» Tu as l'impression que tu es dans un tunnel, tu es toujours en train d'avancer, de faire des choses et puis, derrière, il y a quelqu'un qui tire comme un persécuteur, quoi. Et même quand j'essaye de prendre soin de moi, tu vois, j'ai eu ce truc aussi où je me suis arrêtée un jour devant le miroir, au moment de me préparer le matin et je me vois avec des cernes, avec le ventre boudiné, avec tu sais, j'avais un débardeur et tout et j'arrivais pas à attacher, le bouton, de mon pantalon parce que, ouais, j'étais tout le temps en stress et je me dis: «Mais attends, mais c'était ça? C'est ce que tu voulais de ta vie? C'est ça que tu voulais dans ta vie?» Et en fait, j'ai eu un déclic, j'ai dit: «Non, mais en fait, c'est pas ça ma vie». Et là, j'ai commencé à me dire: «Non, va falloir que je reprenne ma vie en main». Et c'est là que j'avais un vélo d'appartement, je commence à faire un peu de vélo et tout, ils trouvent ça suspect. Ils disent: «Non, mais attends, tu fais quoi là? Ouais, tu veux plaire à quelqu'un, c'est ça?» Et avec lui, en fait, je ne connaissais pas ce que c'était que l'alcool. C'est avec lui que j'ai découvert ça, le vin et cetera, pour arroser, les repas et en fait, j'ai arrêté net. J'ai arrêté ça parce que c'était une façon de me garder sous emprise. Tant que j'étais pas lucide, en fait, ben, il pouvait, faire ce qu'il voulait. Donc j'ai arrêté ça et d'autant plus que, bah, l'alcool, ça fait prendre du poids aussi. Et j'ai commencé à faire du sport, à prendre soin de moi, prendre soin de mes cheveux. J'avais un forum en ligne que je suivais avec des filles.
on se soutenait mutuellement et c'est ça qui m'a permis, tu vois, de créer ma bulle dans ce chaos. Je faisais un peu plus de 85 kilos, mais au bout d'un moment, en fait, je pense que je faisais beaucoup plus, mais je ne me pesais plus. Et en fait, dans mes vêtements, je me sentais mais moche, en fait. Je mettais des vêtements larges. Les vêtements que j'avais pour la grossesse, en fait, je les portais parce que je me sentais pas bien dans les vêtements. Je mettais des vêtements noirs pour essayer qu'on voit pas trop, même si je pense que ça se voyait. Et ouais, j'ai des photos, il faudrait que je retrouve, hein, avec les enfants où je suis en surpoids, et cetera. Et je me trouvais mais pas bien dans mon corps parce que j'ai jamais connu ça, en fait. J'ai jamais connu ça. Moi, j'étais toujours une fille coquette qui fait attention. Et là, en fait, c'est comme si, je pouvais rien faire. Tout ce que je faisais, ça servait à rien. Et et comme je te dis, les trucs, tout simples, faire du sport, c'était toute une histoire. Si je faisais attention à mon tu vois, moi, je préparais mon repas pour manger à midi. Mais ouais, limite, c'est, qu'est-ce que tu manges, quoi, tu vois? Alors que, c'est bien de prendre soin de sa santé. Enfin, là, tu vas pas aller jusque-là quand même. Mais il y avait toujours ce truc, comme s'il y avait cette anxiété tout le temps, mais je revenais toujours sur le chocolat, hein. Mais malgré tout ce que j'essayais, voilà, ça marchait pas. Et quand je prenais soin de moi aussi, c'est même ce truc où j'allais pour la rééducation périnéale. J'allais, du coup, la rééducation périnéale, elle était juste à côté de mon travail, en fait. Et nous, quand on a déménagé pour la dernière fois, on habitait vraiment dans le centre-ville, Fort-de-France. Et je travaillais à Fort-de-France. Et du coup, le kiné était juste à côté. Et quand je lui dis, c'est bon, j'y vais, quoi. Il me dit, tu vas où? Je vais faire ma rééducation périnéale. Je te crois pas. Tu vas aller voir quelqu'un et tout. Et là, en fait, je me rappelle pas où étaient mes enfants, je sais plus. Mais je t'assure, c'était avant que je commence le travail. Le travail commençait à 8h. Donc, ça veut dire que à 7h, j'étais en train de faire ma rééducation périnéale. Eh ben, il m'a suivi pendant tout le trajet. Moi, j'ai fait comme s'il n'était pas là, hein. J'ai fait ma vie. Je vais jusqu'à chez le kiné. Le gars, il monte les escaliers, il me suit pour voir ce que je fais. Je vais faire ma rééducation périnéale et le gars, il est là. Et puis, donc, en fait, c'est ça, le, le harcèlement tout le temps. Et vers la fin, en fait, quand j'ai dit c'est bon, c'était vers il y a eu d'autres épisodes, mais voilà, on va pas en parler. Mais vers mai, juin, quelque chose comme ça, je commence à dire ouais, il faut que je parte, que je le quitte. Et donc, je commence à en parler à une de mes collègues qui, elle, vit à peu près la même chose. Et elle me dit, tu sais, Sabine, moi, j'ai décidé de rester, mais toi, tu es encore jeune. Vas-y, pars. Et du coup, ça m'a fait un soutien en plus. Et je lui ai dit, en fait, il va falloir que j'aille chercher les billets, en fait. Et au départ, tu sais, tu te dis. Donc, je vais à l'aéroport et je parle avec la personne qui vend les billets. Je lui dis, écoutez, est-ce que vous avez des billets pour 2 enfants? Donc, mon idée, c'était d'envoyer d'abord les enfants partir en vacances et après, je partirai. En fait, le truc, c'est que dans une relation, en fait, entre guillemets, normale, j'aurais pu dire, c'est bon, je te quitte, je pars. La seule chose, c'est que lui, il était tout le temps sur mon dos. Si je prenais un appartement, par exemple, en Martinique, en fait, le truc, c'est qu'il y a toujours un point d'attache qui est mon travail. Il était tout le temps en train d'appeler, tout le temps en train de passer devant le magasin. Donc, en fait, il aurait continué à me harceler. Donc, la seule option que j'avais, c'était vraiment de partir, de quitter, de rentrer chez moi en France, en fait. Et c'est là où c'est dur parce que j'étais en Martinique dans un beau pays, avec un bon travail. La seule chose, c'est que j'étais avec la mauvaise personne. Parce que moi, je m'y plaisais en Martinique, hein. Et le truc, c'est que
la seule issue pour ne pas avoir encore ce harcèlement, c'était de partir. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai été à l'aéroport avec ma collègue et on a commencé à discuter par rapport aux billets pour les enfants. Et donc la dame, elle me dit: «Il y a pas de souci pour le grand. Par contre, la petite, elle a moins de 4 ans. Il faut qu'il y ait un accompagnateur». Et là, je me suis dit: «Oh, c'est pas possible. C'est quoi ces lois? C'est quoi ces lois-là?» Et en fait, ma collègue, elle me fait: «Non, t'inquiète pas, je vais appeler des personnes pour voir s'ils descendent pas en France, là, pour les vacances et etc.» Et donc elle commence à appeler, quelques personnes et négatif, négatif, négatif. Et tu vois, en discutant avec elle et cetera, en disant: «Ah mais c'est pas possible ces hommes-là», tout ça en créole, hein. «C'est pas possible ces hommes-là, nin nin». En fait, la dame qui était en face de nous, elle dit: «Ah mais ah ouais? Et vous avez vécu ça? Ah ouais, mais moi aussi j'ai vécu ça et tout». Je fais: «Non mais c'est pas possible. Non mais c'est un fléau ce truc». Mais la quantité de femmes qui ont vécu ça, en tout cas quand je partageais l'histoire, c'était vraiment ça, c'est ce truc-là d'avoir l'impression que la femme subit des violences sans que, ben, ça soit, vu en fait, c'est en silence. La dame me dit: «Mais qu'elle peut rien faire, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnateur et tout». Et à l'époque, moi, je sais que comme de toutes les façons avec le papa, on voulait aller, en France et lui, il voulait carrément, repartir en France et puis, aller encore m'isoler je sais pas où, bref. On avait pris un système qui s'appelle, l'ADOM, c'est une aide financière pour prendre les billets. Et donc moi, j'avais fait un dossier pour lui et j'avais fait un dossier pour moi. Et en fait, le truc, c'est que son dossier à lui, je l'ai pris, hein. Je l'ai déchiré. C'est pas bien, mais voilà, histoire que il me suive pas, quoi. Pas tout de suite, en tout cas. Et le mien, je l'ai utilisé et j'ai dit: «Ouais, c'est bon, j'y vais». Et c'est là que j'ai pris la décision de dire: «C'est bon, on y va, quoi. On arrête de tergiverser et tout ça, là, c'est mort, en fait. Je peux pas rester dans cette situation, ça va aller crescendo et ça va aller peut-être même jusqu'à ma vie, quoi». Donc je prends les billets et là, j'ai la peur de ma vie. J'ai l'impression que j'ai fait un truc de fou et tout. J'ai l'impression qu'il est au courant. Enfin, tu sais, comme il est tout le temps sur ton dos, tu as l'impression qu'il a tu as peut-être des écouteurs sur toi, qu'il est au courant de tout ce que tu fais, tu sais pas. Et donc après ça, je demande à mes collègues: «Tu sais, quand tu avais dit que tu allais porter plainte et cetera?» «Ah! Ah ouais, non, mais non, en fait, hein, voilà, enfin, au moment où je t'ai proposé, c'était ça, maintenant, non». Ouais, j'ai demandé parce qu'en fait, il fallait au moins, tu sais, préparer un petit dossier quand même avant de partir et pour arriver à la police, pour expliquer un petit peu, ta démarche. Mais bon, j'ai pas eu et je me suis dit: «OK, voilà, j'ai fait avec». Donc en fait, le jour où on devait partir, en fait, j'ai eu les mots de la maison, l'association qui me disait: «Surtout, prenez vos papiers, vos documents administratifs, tout ce qui est diplôme et cetera, il faut partir avec. Pièce d'identité, carte vitale, attestation, enfin tout ce que vous avez administratif, il faut partir avec parce qu'une fois que vous êtes partis, vous pouvez plus les récupérer». Donc ça, c'était la base et le reste, le matériel, on s'en fout. Donc ouais, tu as acheté la machine, OK, tu as acheté la machine, bon, OK. C'est ta machine ou ta vie? Et là, moi, tu sais, de toute façon, j'étais pas de base, comme je disais, je suis pas matérialiste. Je me dis: «Ben, je vais recréer quelque chose ailleurs, quoi». Donc en fait, tu es là, tu as essayé de construire des choses et ça te fait de la peine parce que tu vas tout laisser. Tu laisses tout pour l'autre, mais en même temps, tu récupères ta liberté. Donc je fais ça. Je prends les documents importants, je les mets dans un sac, mais de manière discrète et pour qu'il ne voient pas. Et ce jour-là, en fait, où je devais partir, je ne travaillais pas, mais je lui ai dit que je travaillais. Donc il me demande: «C'est quoi mes horaires?» Je lui donne mes horaires
Et ce jour-là, lui, par chance, il avait un chantier à l'autre bout de la Martinique. Donc moi, je m'habille et tout, et puis je fais un truc que je fais jamais. Je commence à faire, le repassage pour lui, repasser ses vêtements et tout, pour que le mettre à l'aise, le mettre bien et tout. Et je commence à discuter avec lui normal, en essayant de faire un truc, genre mais à l'intérieur, mais je bouillonnais de peur, j'avais peur! J'avais peur qu'il se rende compte et justement, en fait, il me fait à l'entrée, il y avait un sac, en plastique et tout de courses et il y avait des affaires dedans et il s'en rend compte. Il me dit: «Ah mais c'est quoi ça?» Et puis il y va, tu vois? Et en fait, je sais pas et puis après il se retourne et puis il fait comme si de rien n'était. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Il y avait des documents, il y a des trucs comme ça, tu vois? De Et en fait, bah, ce jour-là, il part. Après, je sais pas si vraiment il était dans un chantier ou pas, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Donc il part et tout et moi, je prends les affaires, les il y avait la petite, elle était déjà à l'école, hein, à l'époque, hein, et le grand était à l'école. Donc en fait, moi, je vais au travail. Je vais avec il y a ma collègue qui elle, elle est au travail, elle, et il y en a une autre collègue qui dit: «Mais Sabine, tu travailles pas aujourd'hui?» Je fais: «Non, je travaille pas» et fallait faire comme si de rien n'était. Non, non, voilà, je suis venue voir, l'autre collègue et tout et au dernier moment, donc du coup, je vais à la police. Je donc je pars chercher mes enfants et après je vais, à la station de car pour y aller en car à l'aéroport. Sauf que, bah, en fait, je sais pas pourquoi, mais car il vient pas. Je commence à dire: «Oh purée, c'est pas possible». Je commence à dire: «Non, c'est pas possible, faut pas que je rate l'avion et tout ça» et après ma collègue, elle me dit: «Mais oui, c'est quoi ce problème encore?» Enfin, je sais pas, il y a un problème de car et du coup, elle me dit: «Non, mais je vais appeler mon mari et tout, on va te déposer» et donc du coup, elle a appelé son mari. J'étais avec les enfants dans la voiture. Avec le peu de choses que j'avais, ils ont laissé tous leurs jouets. Ils ont laissé tous leurs jouets là-bas et tout. Ils savaient pas, hein, tout ça, hein. Et donc le matin, ils étaient à l'école, normal. Et une fois qu'on est, arrivés au niveau de l'aéroport, tu vois, je dis au revoir à ma collègue, pas citer son prénom et je lui dis: «Merci, franchement merci, merci, merci. Tu peux pas savoir à quel point tu m'as aidée, tu m'aides». Elle me dit: «Ça va Sabine, je le fais aussi pour moi. Toi, tu as tout ton avenir». Et du coup, on passe le portique là et tu mon fils qui dit: «Et papa, il vient pas?» Et je lui dis: «Non, il vient pas». Il fait: «Ah, bah, tant pis, il était pas gentil». Et du coup, ouais, les enfants, ils savent, ils voient et il a senti aussi les coups, hein. Donc et donc là, on est dans l'avion et je sens en fait j'ai peur en fait qu'il soit là, qu'il débarque dans l'avion. C'est un truc de dingue. Tellement, tu sais, tu as l'impression qu'il y a un mouchard sur toi, qu'il est au courant de tout. Tu as peur qu'il arrête l'avion et c'est que quand l'avion, il commence à ah là, tu te dis: «C'est bon». Tu te dis tu sais, les larmes et tout. Tu te dis: «C'est bon, c'est fini». Tu sais, comme le poids qui descend là, tu vois? Et c'est un sentiment vraiment mais tu te dis: «Mais putain, j'ai porté tout ça» et en fait, j'ai pas été tranquille tout le temps, en fait. Quand je suis arrivée, j'ai vu les gens, ils étaient tristes, ils étaient habillés en noir et tout. J'ai dit: «Ah là là, c'était bien la Martinique et tout» et j'avais vraiment ce truc, j'ai l'impression qu'il était là, tu vois? Tout le temps. Même à un moment, tu vois, j'étais dans une profonde déprime. Je suis rentrée chez ma mère, en fait. Ma mère, elle s'est occupée de mes enfants, c'était en juillet
et je sais pas, quelques jours avant, il m'a dit qu'il faisait super chaud, genre il y a canicule, et quelques jours après, il a fait très froid. Donc en fait, il faisait froid dans la maison et j'étais là avec mon j'avais acheté un manteau à capuche là, en juillet comme ça, parce que je pense que c'est le delta de température, hein, entre la Martinique. Je m'étais pas encore fait, et du coup, j'étais là, à la maison, je passais mon temps à dormir. J'étais sous la couette, à dormir, dormir. Tout ce que j'ai pas pu dormir, en fait, parce que j'étais tout le temps en hypervigilance, tout le temps sur le qui-vive. Et c'est un moment quand je me suis dit: «Allez, vas-y, on sort un peu». Tu sais, tu te dis: «Mais est-ce qu'il est pas là et tout?» C'est fou, hein? Tu as l'impression que tu as vraiment une emprise, en fait, tu es encore sous emprise. Et en fait, je me retourne, la rue de la Gare et tout, je vois: «Ah, il est pas là, c'est bon». En fait, là, c'est que je commençais à vraiment les épaules qui se détendent. Et quelques temps plus tard, je reçois un appel de lui sur mon téléphone portable, que je venais de prendre, en fait. Donc je fais: «Comment il a fait pour avoir mon numéro de téléphone?» Et en fait, il commence à dire, «Oui, est-ce que je pourrais parler aux enfants?» Et tout ça. Donc moi, je lui dis: «Oui». Après, il fait: «Ouais», il commence à m'insulter dans tous les sens. «Tu pensais que je le saurais pas?» Enfin bref, il m'a dit: «Oui, je vais dire ça à la police, tu parti», il m'a fait tout un tas de trucs, j'avais le truc qui revenait là, et je me dis: «Mais purée, mais quand est-ce qu'il va me lâcher lui? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, en fait?» C'est ça que j'ai saisi le juge des affaires familiales, mais pendant quelque temps comme ça, il appelait, il fallait appeler, que je donne le téléphone aux enfants pour qu'ils puissent lui parler. Ça a pas duré longtemps, hein. Et comment j'ai su qu'il a eu mon numéro de téléphone? C'est que tout simplement, en fait, moi, j'étais en arrêt maladie avec mon employeur en Martinique. Il était au courant de la situation. Il savait que j'étais dans une relation, compliquée. Je lui avais demandé une rupture conventionnelle et il m'a dit: «Non». Et du coup, j'étais entre 2 feux. En fait, lui, il me dit: «Démissionne». Je fais: «Ah». Tu sais, en fait, tu te dis: «Mais c'est pas possible, comment quelqu'un peut pas être humain pour voir que tu es dans une situation compliquée?» En fait, ça pourrait aider une femme qui est seule avec 2 enfants pour se relever, en fait. Une rupture conventionnelle pour qu'elle puisse, toucher quelque chose en attendant de se relever de toute cette année de pression, en fait. Démissionne. Et le truc, c'est que comment est-ce qu'il a réussi à avoir mon numéro de téléphone? C'est parce que le papa des enfants s'est fait passer pour la police. Il a réussi à avoir le responsable de secteur, et il a demandé à savoir où est-ce que je suis, et d'avoir mon numéro de téléphone comme ça. Donc c'est comme ça qu'il a eu mon numéro de téléphone. Donc la pression a continué, hein, par message, je sais plus comment, ouais, Facebook, je sais pas, ouais, par Facebook, il a réussi à avoir, voilà, il a envoyé des messages et cetera. Après il y avait mon avis d'enfance qui voulait me défendre et cetera. J'ai fait: «Non». C'est là, voilà, ça devenait, trop, et j'ai saisi le juge des affaires familiales. Ça a pris du temps avant d'avoir l'instruction. J'ai décidé d'y aller seule, chose qu'il ne faut surtout pas faire, et parce que quand il a été assigné, il ne s'est pas présenté, mais moi je me suis présentée, je me suis défendue avec les moyens du bord, sauf que la personne en face m'a demandé: «C'est quoi vos preuves?» Quand j'ai dit que c'était un pervers narcissique, c'est là que j'ai su qu'il faut pas dire que les gens sont des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, il faut un avis médical, et même ça, c'est pas écrit dans les documents officiels, et cetera. Quelles sont les preuves? Est-ce que j'ai un certificat médical d'un médecin? Non? Alors, eh ben, non. Du coup, en fait, l'emprise, c'est difficile de faire,
de prouver l'emprise, en fait. C'est difficile de faire prouver l'emprise. Et donc la seule chose, c'est que, dans j'ai eu les choses, on va dire, classiques, à savoir que comme lui, il est en Martinique, du coup, l'éloignement, c'est un long éloignement. Donc il avait possibilité d'avoir les enfants pendant les grandes vacances scolaires, 1 mois, et pendant, les petites vacances, sauf qu'il a jamais demandé. Et donc jusqu'à présent, en fait, il n'a jamais revu ses enfants. J'ai déjà eu des contacts avec lui après, mais il a jamais demandé. Et donc, le truc, c'est que sortir de la relation toxique, c'est bien, mais comprendre pourquoi est-ce que tu es dedans, c'est encore mieux. Et pourquoi finalement je suis retombée dans des schémas qui se prêtent encore à ça, c'est parce que, voilà, je vais t'expliquer la suite. Là, tu vois, j'étais en congé, enfin en arrêt maladie. Je suis allée voir, une personne au CMP, centre médico-psychologique, pour lui demander un antidépresseur pour passer la période, pour essayer de m'aider à parce que c'était dur, hein. Il y a vraiment, c'est une perte de repères quand tu sors de l'emprise, tu sais plus où tu es, tu sais plus qui tu es, tu sais pas ce que tu tu sais plus. Et en fait, au CMP, il me dit: «Non, il faut pas vous donner d'antidépresseurs, vous avez l'air lucide. Non, au contraire, il faut que vous ayez tous les moyens pour prendre soin de votre famille et de prendre soin de vous-même. Si je vous donne des antidépresseurs là, en clair, vous allez pas vous en sortir, quoi. Vous allez rentrer dans une mauvaise dynamique et cetera». Chose que j'ai entendue, hein, j'entends bien ce qu'il dit. Mais la seule chose, c'est que, c'est comme si tu nies tout ce que j'ai vécu, en fait. C'est quoi, en fait, c'est comme si tu as vécu un traumatisme et qu'on te dit: «Bah, OK, démerde-toi, en fait, enfin, OK, c'est bien, enfin, voilà». Tu vois? Je sais pas. OK, c'est cool. Bah, OK, continue ta vie, en fait. Voilà. Mais c'est un peu ça dans tout, hein, dans les traumatismes, souvent, on te dit le côté émotionnel, toutes ces émotions qui sont là, la tristesse, la colère, la frustration, l'impuissance. Tu te dis: «Mais tu fais quoi de ça, en fait?» Et après, j'ai été revoir un autre médecin qui, lui, m'a prescrit des antidépresseurs. Je suis allée à la pharmacie. La pharmacienne, elle m'a dit: «Il était comment le médecin aujourd'hui?» J'ai fait: Pourquoi?» «Ah ouais, là, si je vous donne ça, là, je pense que vous allez même pas pouvoir vous lever pour vous occuper de vos enfants, là». Donc j'ai dit: «Bon, OK, je crois qu'on va laisser tomber avec les antidépresseurs». Et donc en fait, je me suis raccrochée à la seule chose que je sais faire, c'est d'aller travailler. Du coup, pour me «guérir» entre guillemets, je suis retournée au lieu de faire le deuil, en fait, de ce qui s'est passé, de la relation, de tout ce que j'ai pu vivre, je suis retournée travailler. Et le truc, c'est que en fait, j'avais perdu le sens de ce que je faisais. Donc j'ai commencé à travailler et tout, et je suis tombée sur un petit jeune qui était en pleine formation pour faire la licence, d'optique. Et moi, je lui ai dit: «En fait, moi, j'ai fait le tour de ce que j'ai fait. J'ai déjà fait pratiquement tout dans un magasin d'optique et là, je vois pas qu'est-ce que je peux faire là, en fait». Et là, c'est là qu'il me dit: «Bah, vas-y, viens, inscris-toi à la licence et tout, fais ça et tout». Je lui dis: «Ah tiens, c'est une bonne idée. Comme ça, je vais terminer ce que j'ai pas pu terminer, enfin faire quand j'étais plus jeune, au moment où j'ai connu le papa des enfants». Donc en fait, ça m'a donné un objectif à atteindre, et c'était ça qui était mon moteur, en fait, pour me tenir occupée. Et le truc, c'est que je suis rentrée dans d'autres trucs encore, dans le sens où, je travaillais 35 heures. J'avais la fac, 2 jours, 2 jours dans la semaine. Je m'occupais des enfants. Je venais rencontrer, le papa du petit dernier, et je m'étais mis en tête: «Ouais, si jamais il m'arrive une galère, financière et cetera, comment est-ce que je peux gagner de l'argent autrement que par le salariat?» Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et j'ai vu, ouais, les investissements. Donc j'ai fait une formation en plus. Donc je faisais tout ça, plus une formation. Donc en fait, là, je me suis, blindée de plein d'occupations, me sentir, forte pour prouver quelque chose, je sais pas. C'était inconscient, en fait. Et ce schéma-là, en fait, j'ai compris que beaucoup de femmes font ça.
elles sont toujours en train de s'occuper, de se montrer qu'elles sont fortes, qu'elles font plein de choses pour ne pas être, en lien avec ce qu'elles ressentent. Et donc je suis retombée dans des travers comme ça, tu vois? À me sentir occupée, machin, de me sentir en stress, me sentir, hyper sollicitée, à me sentir: «Oh là là, je suis débordée». Tu vois? Mais c'est moi-même. Personne m'a demandé de faire ça. Alors que justement, j'avais l'opportunité juste de «profiter» entre guillemets de mon arrêt maladie pour me recentrer et faire tout ça. Et en fait, le truc, c'est que juste après, m'être séparée avec le papa des enfants, j'ai perdu du poids là. Parce que j'étais en déprime, hein. J'avais plus de goût à rien, plus d'envie, plus j'avais perdu, voilà, j'étais, plus de 20 kilos du coup. Et après, le fait d'avoir, repris toute cette activité et cetera, je me suis recréé du stress. D'après moi, c'était du bon stress, hein. J'ai repris du poids et cetera. Après, c'est passé des années encore. Hem Et là, on va arriver, à la période où, vers, le covid par là, ouais, vers le covid 2020, où, bah, en fait, j'ai eu mon examen en 2017, mon examen de licence là, je l'ai eu. J'ai eu mon appartement, et en fait, c'est trop bizarre parce que quand j'ai eu ces trucs-là, j'arrive pas à me célébrer. Donc, c'est comme si: «Ouais, OK, what's next?» Donc j'enchaîne et en fait, je trouve un autre emploi pour valoriser un peu ce diplôme-là. Et donc je travaille et tout, et la seule chose, c'est que moi, j'ai des horaires, on me met des horaires genre 9h-19h, et je travaille 41h50 par, semaine. Ouais, moi, j'ai l'impression que je peux tout faire, en fait, hein. Je te dis, c'est un truc de dingue, mais je me rends pas compte, en fait. Et le truc, c'est que c'est à cette période-là que j'ai, commencé à faire, régime cétogène et cetera, parce que j'avais pris du poids. Donc régime cétogène, j'ai coupé, les féculents, j'ai coupé le sucre et je mange que, des haricots verts, enfin des légumes avec, de la viande et des graines là, des on mange en mode, comme si on était un homme, des cavernes là, et on mange, des trucs, qui sont, on va dire, bruts, voilà, donc pas raffinés. Donc là, je perds littéralement du poids là, je fonds mais à une vitesse pas possible, et même les collègues me disent: «Ah, comment t'as fait, tout ça?» Je dis: «Bah, j'ai fait ça». Et la seule chose, c'est que je me suis rendu compte au bout d'un certain temps, quand on m'invitait le soir, c'est que, ben, en fait, c'est frustrant parce que après tu peux pas manger tel ou tel aliment, parce que, ben, c'est pas dans le plan, quoi. C'est dans le régime. Donc en fait, ça te restreint, et au bout d'un certain temps, tu vois, en plus, moi, je vais à l'extrême. C'est-à-dire qu'en plus de faire ce régime cétogène, je me levais à 5h du matin pour aller courir. Donc le truc, c'est que j'étais, mince comme ça, je courais le matin. Ah ouais, je devais être à alors, quand j'ai repris, alors je devais être à 75-80, quelque chose comme ça, et je suis arrivée, le problème, c'est que je me pesais pas forcément, tu vois? Moi, je pense que je devais être aux alentours de 60 kilos, quelque chose comme ça, vraiment. J'ai des photos, hein. Donc, le truc, c'était que j'étais rachitique. J'étais toute maigre. Bon, il y a des personnes qui trouvaient ça: «Waouh, c'est génial et tout». Sauf que, ben, avec ça, j'étais carencée, en fait. Je commençais à perdre des cheveux, hem et puis, j'étais épuisée, en fait. Parce que quand j'avais fait tu sais, ma semaine de 41h50 là, et qu'après je rentrais à la maison, fallait encore s'occuper des enfants, ben, voilà, au bout d'un moment, je me dis: «En fait, est-ce que je vais pouvoir tenir ça toute ma vie? C'est pas possible». Et donc là, bah, je sais pas, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai repris du poids.
J'ai repris du poids et tout et mmh, alors je pense que j'étais dans les environ de 70 kilos, sachant que mon poids de forme, c'est 67, bon j'ai repris, voilà un peu plus. Mais ouais, enfin je me disais: «C'était pas une vie en fait». C'est pas une vie et le truc c'est que, bah, tu vois, je me donnais énormément pour le travail. J'avais des horaires, voilà 9h-19h et j'avais des récup, hein, mais 9h-19h quand même, hein, tous les jours et en plus, un jour comme ça, une semaine comme ça, où j'avais fait une sacrée semaine. J'ai dit aux enfants: «Bah tiens, on va, aller au je vais vous acheter des vêtements et tout, on va aller, au marché». Et c'est là que, en fait, je me dis: «Mais en fait, je donne beaucoup, je suis épuisée» et en fait, je me sentais coupable que mon partenaire actuel, en fait, s'occupe de mes enfants le samedi. C'est-à-dire que, un métier dans lequel, je travaille le samedi, je travaille le dimanche, enfin, si je suis amenée à travailler le dimanche, en tout cas et en fait, je me sentais coupable qu'il s'occupe de mes enfants à moi. Je me dis: «Mais en fait, quand j'étais en Martinique, la chose qu'il a fait, en tout cas le papa des enfants, quand les enfants étaient malades, quand il y avait un problème à l'école, qu'il y a un problème de crèche ou un truc comme ça, il était là. Mais c'était leur père et là, en fait, j'ai eu ce sentiment de culpabilité de me dire: «Attends, en fait, je travaille beaucoup, OK, mais le samedi, en fait, je voudrais avoir, quand même profité de mes enfants et cetera». Mais là, en fait, c'est encore lui qui enfin, c'est quelqu'un, d'autre, qui s'en occupe. Même si ça lui fait plaisir, personnellement, moi, ça me gêne quelque part. Et en fait, le dimanche, voilà, j'ai dit: «Bon, je vais leur faire plaisir, je vais leur acheter, des vêtements et cetera» et bah, je me rappelle bien qu'on avait mangé ce jour-là, là-bas à midi. Et puis après on est rentré dans l'après-midi, peut-être il devait être, 15-16 heures, quelque chose comme ça et en fait, les enfants sont rentrés, ils étaient contents, ils ont lavé leurs affaires et moi je suis allée me coucher direct. J'étais fatiguée et voilà, il y a voilà, un membre de la famille qui vient, qui dit à mon partenaire: «Ouais, elle a pas fait à manger aux petits, c'est pas bien, ça se fait pas et tout», voilà et donc mon partenaire vient me dire ça. Moi je lui dis: «Attends, en fait, tu vois, je me donne en fait, je me donne et mes enfants, ils étaient bien contents que tu leur demandes si tu veux faire à manger, mais faut savoir que mes enfants se laisseront jamais mourir de faim». Donc on avait mangé à midi et que là, le soir ou l'après-midi, tu leur poses la question: «Est-ce que vous voulez manger?» Ben, je sais pas moi, pour moi, c'est naturel que tu te proposes en fait. C'est pas et si tu le veux pas, ne le fais pas en fait. Mais de venir dire au partenaire que comme quoi, j'ai pas fait à manger, bah là en fait, c'est des problèmes que tu veux mettre dans le couple, c'est tout en fait. Et c'est dans ce sens-là où en fait, tu te dis que quelles que soient les choses que tu vas faire, que tu veux faire, pour ta famille, tu seras toujours, jugé, critiqué pour ce que tu veux faire pour ta famille. Alors le plus important, c'est vraiment de faire de ton mieux, mais faut pas non plus te dire que de t'oublier, en fait. Parce que moi, j'ai passé mon temps à m'oublier. Toujours à passer, voilà, il faut aller faire, les études, il faut aller s'occuper des enfants, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et bien, en fait, j'étais complètement éloignée de moi, ce que je ressentais, j'étais épuisée, en fait et j'avais de la colère là, parce que je me dis: «Non mais attends, c'est pas possible avec tout ce que je fais, la personne elle arrive comme un cheveu sur la soupe, elle voit rien du tout, mais elle se permet de juger» et ça, ouais, c'est quelque chose qui est, je trouve, en plus déplacé puisque tu viens chez la personne, enfin, déjà tu pas obligé de venir, hein, mais voilà, c'est ça, ce truc où, tu te donnes, tu te donnes et en fait tu te dis: «Mais jusqu'à quand?» Donc j'étais rentrée dans ce cercle-là, je rentre de la Martinique, je peux prendre du temps pour moi, je le prends pas.
je continue à faire des actions, des choses pour me prouver à moi, en fait, pour avoir une reconnaissance de qui, je ne sais pas. Et là, en fait, j'arrive où je commence à m'essouffler un peu et de me dire, en fait, je sais pas pourquoi je cours comme ça. Et en 2020, je tombe enceinte. C'était vers juillet, je pense. Je tombe enceinte. Et c'était après le Covid, du coup. Donc, en fait, je suis dans un magasin où à cause du Covid, il faut tout nettoyer. Il faut tout nettoyer, tout désinfecter. Les gens touchent des lunettes, touchent la table, etc. Il faut tout désinfecter entre chaque client qui rentre. Donc, je suis enceinte. Donc, je dois faire rajouter encore plus ce que je fais. On m'a remis des horaires qui n'avaient rien à voir avec ce qui était prévu au départ. Avant, c'était 9h, 19h. Alors, on m'a mis 19h30. Moi, j'ai dit pour 30 minutes, ça change tout dans ma vie de maman. Donc, j'ai demandé est-ce que c'est possible de revenir à un horaire 9h, 19h. Bon, on m'a dit non. On m'a pas dit non tout de suite, hein. Mais déjà, on sent déjà que on veut me mettre parce que les personnes qui étaient dans l'équipe n'ont pas d'enfants. N'ont pas d'enfants. Et en fait, au lieu d'alterner, ok, je comprends. Mais là, moi, je dis, 19h30, c'est chaud pour moi. Et en plus, au mois d'août, donc en fait, je suis seule dans le magasin. C'est moi qui dois gérer le magasin de A à Z, puisque les autres sont partis en vacances. Le patron est parti en vacances. Et en fait, mon fils fait une entorse. Il se fait une entorse en montant les escaliers. Il rentrait du centre aéré et il se fait une entorse. Et moi, je fais: «Ah non, c'est pas possible». Enfin, je commence à dire: «Ah, c'est pas possible», mais pas contre lui, dans le sens où, comment je fais? Parce qu'au mois d'août, trouver un médecin qui prend un enfant, en plus, en général, quand, le médecin traitant n'est pas là, il faut trouver un autre médecin sur Paris, c'est compliqué. Et finalement, je trouve un médecin, donc c'est le lendemain matin à 9h, heure d'ouverture du magasin. Donc j'appelle le patron, je lui dis: «Ben, là, c'est pas possible, j'ai un problème, mon fils, il a une entorse». Il fait: «Ah, il y a pas quelqu'un d'autre qui peut s'occuper de lui?» Alors là, j'ai pas je fais en fait, dans ma tête, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, en fait, on me demande beaucoup, là». Je veux dire, en tant que maman, déjà le partenaire, lui, il était en déplacement. Donc en fait, c'est toujours l'autre partenaire qui doit s'occuper de ton enfant s'il tombe malade. En fait, comment ça se passe, si on a un problème avec nos enfants, ils doivent pas exister? Comment en fait, je me suis dit là que ça allait trop loin, dans le sens que tu te donnes le samedi, tu travailles le samedi, tu es pas en lien avec ta famille, tes enfants et puis là, on te dit qu'il y a un problème qui se passe au sein de ta famille, on te dit: «Débrouille-toi avec ton enfant, avec quelqu'un d'autre». Et là, j'ai dit, en fait, j'étais enceinte en plus et là, en fait, mon corps, il a commencé à se figer dans le sens où j'ai plus envie de donner autant d'énergie. Avec un manque de reconnaissance au final et je dis que, là, en fait, je vais déposer mon fils à 9h, enfin, je vais faire ce qu'il y a à faire et il me dit: «Non, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller au magasin, mettre une pancarte disant que vous êtes pas là, vous allez chercher votre fils, vous allez, faire votre rendez-vous et vous revenez». Je fais: «Je peux pas, j'étais enceinte, j'étais épuisée déjà» et ce truc-là, c'est de toujours donner. Et avant, j'aurais fait. C'est de vouloir sauver, de vouloir aider, de vouloir mais qui c'est qui m'aide moi, en fait, quand je suis toujours en train de donner, donner, donner? Et en fait, je mangeais mes émotions encore à cette période-là. Je comprenais pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois on me demandait comme ça que j'avais du mal à dire non, en fait. Et à l'issue de ça, il y a eu, voilà, j'ai cette histoire d'horaire. Bon, ça a été mal perçu, mal vu, mais je pense que j'étais arrivée au bout du bout de ce métier, en fait. Et donc j'étais enceinte, j'ai décidé de vivre cette grossesse pleinement et j'ai eu un diabète gestationnel très tôt, qui a été diagnostiqué et dès le départ, on m'a dit: «Voilà, vous allez réguler votre glycémie grâce à la nutrition». Donc j'ai, suivi un cours avec eux pour, manger correctement et
réguler mon niveau de glucose dans le sang. Donc ça s'est bien passé pendant pratiquement toute la grossesse et j'avais pas pris beaucoup de poids cette fois-ci-là. Et puis après, j'ai eu un gros choc émotionnel, heu et du coup, je me suis mis en colère et c'est là que ma glycémie, elle a explosé, en fait. Et quand elle a explosé, bah, j'ai dû, en fait, utiliser de l'insuline pour réguler, le taux de glycémie. Et à partir de là, ça a commencé à partir en sucette. L'alimentation seule ne suffisait pas. Donc il a fallu que je prenne de l'insuline et c'est là que j'ai pris, une vingtaine de kilos, presque vers la fin, entre 6 et 9 mois, pratiquement. Et c'est là que j'ai fait le lien entre, hormonal, en fait, entre le fait d'avoir du stress, des émotions, de la colère et la prise de poids. Et c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, il y a quelque chose d'autre dans la prise de poids. C'est pas que l'alimentation et le sport. Comment ça se fait que là, j'ai pris, énormément de poids alors que je mange, normalement?» Donc c'était vraiment hormonal. Donc une fois que j'ai accouché, j'étais, comment dire ça? J'avais des envies de sucre vers 16-17 heures. J'avais tout le temps envie de manger du chocolat et du coup, j'en voyais les enfants m'en acheter. Je dis: «Allez, les enfants, vous allez me chercher des Bounty là, vous allez me chercher des Snickers, des Twix, allez me chercher ça et tout». Et puis après, tu sais, je me raisonnais, tu sais, je mangeais tout et tout. Après, je me dis: «Non mais c'est pas possible, je veux pas en fait, il y a quelque chose, c'est pas possible que ça me fasse ça et tout. Qu'est-ce qui se passe?» Et après j'ai dit aux enfants: «Non mais si jamais je vous redemande, ça là, vous n'allez pas en acheter». Et c'est comme ça que j'ai commencé à, tu vois, à me dire: «Mais en fait, il y a quelque chose», j'ai écouté des podcasts et là j'ai vu la nana, elle disait: «Ouais, quand, vous ne dormez pas assez, vous avez, l'hormone, de la faim qui augmente vers 16-17 heures et cetera et du coup, vous mangez et aussi si vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins». Voilà et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une introspection, de me dire: «En fait, est-ce que j'ai vraiment envie de ce chocolat? De quoi est-ce que j'ai vraiment envie, en fait? Est-ce que c'est de ça ou c'est d'autre chose?» Et c'est comme ça que j'ai commencé à me questionner et à voir que finalement, en fait, j'avais pas envie de chocolat. J'avais, besoin de, douceur. J'avais besoin d'attention, j'avais besoin de me sentir, bien et puis surtout, hem, des fois, je confondais la faim avec la soif et j'avais juste, simplement, j'avais pas bu d'eau et du coup, j'avais soif. C'est pour ça que des fois, on dit: «Ouais, quand tu as envie de chocolat, bois de l'eau». Ça se trouve que c'est ça. Mais non, c'est vraiment que j'avais vraiment besoin d'eau, j'avais soif et d'autres fois, c'est parce que, ben, j'en avais marre de rester à la maison, en fait. Donc du coup, je prenais la poussette et je faisais un petit tour, de pâté de maison et là, après, le fait de voir du monde et cetera, ça me faisait vraiment du bien, en fait. Donc on a des besoins, dans le corps et quand on n'est plus du tout en connexion justement parce qu'on est tout le temps en train de faire plein de choses ou bien parce que justement, on est dans un état de stress ou d'hypervigilance parce que justement on est, peut-être sous emprise ou on a vécu un traumatisme et cetera et ben, du coup, on est complètement déconnecté de notre corps et c'est ce qui m'est arrivé, en fait et là, j'ai eu ce temps où en fait, j'avais plus envie de courir. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. La seule chose que j'avais envie, c'était de prendre soin de moi. Donc pendant toute cette période-là, en fait, je n'ai fait que prendre soin de moi. J'ai fait appel à un coach. Il m'a aidée justement à mieux me connaître, à connaître mes besoins, à connaître mes valeurs et c'est tout ça, en fait, de fil en aiguille qui m'a permis avec des apports aussi au niveau de la nutrition, la gestion du stress, c'est ça qui m'a aidée à perdre 17 kilos en 7 mois sans suivre de régime. Et tout ce que j'ai vécu aussi, ça m'a fait comprendre qu'il y avait aussi chez moi, hem, ce truc de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir, comment dire ça? Prouver des choses et du coup, je me mettais énormément de stress, heu, par rapport au regard des autres au final. Mais c'était vraiment inconscient.
À partir du moment où j'ai compris ça, bah, en fait, j'ai lâché prise sur, le regard des autres et ça m'a aidé vraiment à me dire aussi que moi, j'avais de la valeur, que, heu, souvent on va te dire, quand tu prends soin de toi, tu vas t'acheter des vêtements, des choses comme ça. Moi, c'était pas ça moi, puisque comme je t'ai dit, j'ai pas ce truc matérialiste. J'ai vraiment ce truc de, heu, besoin de douceur, d'affection et d'attention. Donc du coup, ben, je me suis apportée à moi-même en faisant, régulièrement, je me fais des massages, je vais au hammam, des choses comme ça. Quand j'en parle à certaines clientes, elles me disent: «Ah ouais, mais je ferai ça, quand ça sera l'anniversaire de», c'est-à-dire dans dans 1 an. Je fais: «Non, non, en fait, c'est quelque chose que c'est normal, en fait, de prendre soin de toi. C'est normal et c'est justement tu prends soin de toi, plus tu prends soin de toi, en fait, plus tu t'accordes de la valeur et en fait, tu as pas besoin d'aller prouver quoi que ce soit aux autres. Tu as pas besoin qu'un homme ou un travail vienne remplir ce vide qu'il y a à l'intérieur. Parce que justement, de plus en plus, tu t'apprécies. C'est difficile de dire, parce que souvent les femmes, en coaching, elles se disent qu'elles s'aiment pas, tu vois? Mais de dire qu'elles s'apprécient de plus en plus, c'est de faire des petites choses, des petites actions pour soi, chaque jour. Et ça change énormément parce que du coup, ça augmente la valeur que tu t'apportes. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis apporté de la valeur et de plus en plus, en fait, quand il y a des relations justement qui sont déséquilibrées, bah, maintenant je suis un peu plus sélective. Alors qu'avant, bah, tu as vu, hein, ce que je t'ai raconté, bah, ça vient depuis l'enfance, en fait, au final. C'est cette affection du père que j'ai pas eue, cette protection que j'ai pas eue, je l'ai recherchée partout. Et après, bah, là, maintenant, j'ai compris qu'il faut que je me l'apporte à moi-même. Le mot de fin, je dirais que c'est vrai qu'on a tendance à croire que le poids, c'est une question d'alimentation, une question de sport, de discipline, de volonté, qu'on pense manquer de discipline et de volonté, alors que la plupart des femmes, on est ultra disciplinées, quoi. Dans le sens où on fait plein de choses, que ce soit pour le travail, pour les enfants, etc. La seule chose, c'est que bah, cette discipline, au lieu de la mettre pour les autres, entre guillemets, c'est de la mettre sur soi, dans le sens à prendre soin de soi, tous les jours. Et c'est pas en mode, no pain, no gain, faut que je perde, 10 kilos sur la balance en 4 jours. J'exagère, hein. Mais c'est vraiment de prendre conscience que tout ce que j'ai expliqué là, ça a des liens entre la valeur qu'on s'apporte, le fait de s'estimer, en fait. Quand on augmente sa propre valeur, on n'a pas besoin d'aller chercher et prouver à l'extérieur et donc du coup, ben, il y a moins de stress, en fait. Il y a moins de stress, on se libère du regard des autres et on mange moins nos émotions et c'est tout ça qu'il faut comprendre, en fait. Sur cette chaîne, on va aborder tous les défis que les femmes ont au quotidien et on va parler de poids, on va parler de travail, on va parler de couple, on va parler, de charge mentale, de stress et n'hésitez pas à vous abonner pour, les prochaines vidéos.